La plupart des gens savent que les pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons, afin de leur assurer un voyage sans encombre vers l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a été construite pour le pharaon Khéops. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tradition de construction de pyramides a commencé ici même, avec la pyramide à degrés de Djéser, il y a environ 4700 ans. Cette structure massive a été construite pour le pharaon Djéser, un souverain de la 3e dynastie égyptienne. Elle s'élève sur 6 niveaux au-dessus du sol et mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, nous la considérons comme un projet architectural phénoménal. Mais pour les anciens Égyptiens, la pyramide à degrés de Djéser représentait plutôt une vaste expérience. Un essai, si l'on peut dire, destiné à perfectionner leurs compétences en matière de construction, avant de passer à des pyramides encore plus ambitieuses. Atteindre de nouveaux sommets est très excitant, mais le véritable mystère réside dans ce qui se passe sous terre. Dans le labyrinthe souterrain de cette pyramide, un réseau de tunnels s'étend sur environ 5,5 km. Certains chercheurs pensent que ces tunnels pourraient avoir fait partie d'un système d'adduction d'eau très sophistiqué, et cela pourrait changer complètement notre vision de la construction des pyramides. Parlons de ce complexe massif situé à Saqqara. Autour de la pyramide, il y a ce qu'on appelle une douve sèche, une tranchée continue qui fait environ 50 mètres de large et près de 3 km de long. Elle forme une sorte de rectangle autour de la pyramide. Cette tranchée a une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. Si l'on additionne toute la terre et la roche creusée pour créer cette douve, cela représente environ 10 fois le volume de la pyramide elle-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé que cette tranchée n'était rien d'autre qu'une immense carrière, un endroit où l'on avait extrait de la pierre et de l'argile pour construire la pyramide à degrés. C'est logique, non? Mais en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il n'en était rien. La tranchée est trop étroite et trop profonde pour avoir été exploitée, et son tracé ne correspond à rien de ce que nous savons des méthodes d'extraction de l'Égypte ancienne. De plus, certaines sections de la tranchée sont recouvertes d'un plafond rocheux, ce qui aurait rendu son utilisation comme carrière pratiquement impossible. Une théorie suggère que la douve sèche avait une signification spirituelle. Il s'agissait peut-être d'un lieu sacré, où les âmes des nobles se réunissaient pour servir le roi défunt dans l'au-delà. Des niches dans les murs évoquent bien cette fonction spirituelle. Mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle n'a été développée que bien plus tard, longtemps après la construction du complexe. Alors, à quoi la douve servait-elle vraiment? En 2020, un chercheur a émis une idée assez intrigante. Il est possible que cette tranchée ait été conçue pour recueillir et canaliser l'eau, en particulier après de fortes pluies. Cela semble logique si l'on considère son emplacement. La douve se trouve dans une zone qui aurait facilement pu être inondée par les eaux de ruissellement provenant des plaines voisines. Cela pourrait également expliquer pourquoi la tranchée n'a été utilisée pour de nouvelles tombes que bien plus tard, lorsque le climat est devenu plus sec et le site moins sujet aux inondations. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car cette tranchée semble faire partie d'un système hydraulique plus vaste et plus élaboré à l'intérieur du complexe de Djéser. C'est comme si elle comportait plusieurs compartiments, soigneusement taillés dans la roche et reliés par des tunnels. Ces compartiments faisaient probablement partie d'un système de traitement de l'eau. L'eau s'écoulait d'un compartiment à l'autre, se purifiant au fur et à mesure qu'elle progressait. C'est ici que les choses commencent à se rattacher à la pyramide elle-même. Le complexe de Djéser comporte une série de puits souterrains, et certains chercheurs pensent que l'eau de la douve a pu être utilisée pour alimenter un système d'ascenseur hydraulique. Cet ascenseur hydraulique géant aurait alors servi à soulever les lourdes pierres nécessaires à la construction de la pyramide. Il fonctionnait comme un volcan, mais au lieu de lave, c'est de l'eau qui soulevait les blocs de pierre. Imaginez un grand trou profond dans le sol au centre du site de la pyramide. À l'intérieur de ce trou, il y avait une énorme plateforme en bois, un peu comme un radeau géant qui pouvait monter et descendre. Lorsque les ouvriers voulaient soulever une pierre lourde, ils remplissaient le trou d'eau. Lorsque le niveau de l'eau montait, la plateforme en bois se mettait à flotter, emportant la pierre avec elle, un peu comme un ascenseur géant. Lorsque la pierre atteignait la bonne hauteur, les ouvriers la faisaient glisser de la plateforme vers la pyramide. L'idée, c'est que l'eau de la tranchée, après avoir été nettoyée et filtrée, se serait écoulée dans ces puits. Un flotteur énorme, peut-être en bois, s'élevait alors au fur et à mesure que l'eau remplissait le puits
soulevant les pierres jusqu'à l'endroit où on en avait besoin pour la construction. Une fois la pierre en place, l'eau était évacuée et la plateforme redescendait, prête à soulever la pierre suivante. Ce système de levage hydraulique sophistiqué aurait pu changer la donne, rendant l'ensemble du processus de construction beaucoup plus rapide et efficace, et permettant d'économiser de la main-d'œuvre. C'est comme si les anciens Égyptiens avaient déjà adopté la notion selon laquelle travailler plus intelligemment vaut mieux que travailler plus durement. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Certains experts affirment que la zone où a été construite la pyramide à degré de Djéser n'aurait pas pu fournir suffisamment d'eau. Les pluies étaient assez rares pour entretenir un système hydraulique aussi élaboré. La théorie principale suggère qu'il y avait peut-être un lac à proximité qui se serait rempli après chaque période de pluie et qui aurait fourni l'eau dont le complexe avait besoin pour son système hydraulique. Or, aucun écrit de l'Égypte ancienne ne fait mention d'un tel lac. Il s'agit donc plus d'une hypothèse que d'une réalité. Et puis, il y a la question du travail lui-même. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette méthode aurait pu permettre aux anciens bâtisseurs d'élever des pierres avec beaucoup moins d'efforts? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Selon certains experts, la construction de ce dispositif aurait nécessité beaucoup plus de travail que le simple déplacement des blocs de pierre nécessaires à l'édification du monument. Et n'oublions pas que la pyramide à degré de Djéser est relativement petite comparée à celles qui ont suivi. Les pierres utilisées pesaient en moyenne 300 kg chacune, ce qui n'est rien comparé aux blocs de plus de 2,5 tonnes utilisés plus tard pour la pyramide de Khéphren. S'il nous faut complètement écarter cette théorie de l'ascenseur hydraulique, il nous reste à expliquer comment cette pyramide a été construite. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière et parler des plans d'origine. Avant que la tombe de Djéser ne devienne une pyramide, l'idée était de construire un simple mastaba. Ce type de tombeau était assez courant dans les périodes antérieures. Une structure rectangulaire à toit plat avec des côtés inclinés. Mais une fois le mastaba original terminé, ils auraient décidé de l'agrandir un peu en ajoutant quelques couches supplémentaires. Ils auraient ensuite ajouté d'autres couches jusqu'à ce que la construction atteigne 6 niveaux distincts, chacun plus petit que le précédent. Et ils auraient probablement fait tout cela en soulevant ces lourdes pierres à l'aide de passerelles, et non d'un ascenseur hydraulique. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la pyramide à degré de Djéser. Des recherches supplémentaires sont certainement nécessaires pour comprendre comment ce système fonctionnait, ou s'il a même existé. Mais l'idée d'utiliser de l'eau pour construire une pyramide apporte une nouvelle dimension à notre compréhension de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Cela nous rappelle avec force à quel point ces bâtisseurs étaient intelligents et ingénieux, mettant à profit les ressources naturelles dont ils disposaient pour créer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire. En 1850, l'égyptologue français Auguste Mariette se rendit sur la terre des pharaons en quête de manuscrits, mais tomba par hasard sur une tête de sphinx qui émergeait des dunes. Après avoir dégagé le sable, il comprit que ce sphinx marquait l'entrée d'une structure souterraine. Quelques mois plus tard, il pénétra finalement dans le Sérapéum de Saqqara. À l'intérieur, il découvrit un gigantesque sarcophage en granit contenant les restes de 64 taureaux. Les scientifiques restent émerveillés par la technologie qu'utilisèrent les anciens Égyptiens pour déplacer ces immenses blocs. Le Sérapéum, construit vers 3000 ans avant notre ère, était une sépulture souterraine dédiée au taureau sacré Apis, vénéré dans l'Égypte ancienne. Il comportait un long corridor de près de 150 mètres, bordé de vastes salles de pierre. Certains sarcophages, pesant jusqu'à 100 tonnes, soit l'équivalent de 50 voitures moyennes, étaient réalisés avec une précision remarquable, présentant des angles parfaits de 90 degrés. Ornés de hiéroglyphes et de gravures, ces pièces détaillaient les récits et l'importance accordée au taureau Apis. Aujourd'hui, seuls 24 sarcophages subsistent. Dans l'Égypte antique, les taureaux Apis occupaient une place prépondérante en raison de leur lien avec le dieu Ptah. Ils étaient perçus comme porteurs de son esprit et de sa sagesse, tout en soutenant le pharaon et son peuple. Les prêtres identifiaient ces taureaux sacrés en recherchant des signes distinctifs. Un triangle blanc sur le front, symbole de lumière divine, une marque dorsale évoquant l'aile d'un vautour, et une forme de scarabée sous la langue, associée à la réincarnation. Lorsqu'un taureau portait ces marques, il était considéré comme élu par Ptah et traité avec vénération. Ces animaux vivèrent dans un temple dédié à Memphis,
ville où l'on honorait Ptah, et bénéficièrent des soins les plus attentifs, ainsi que d'offrandes de visiteurs désireux de recevoir leur bénédiction. À leur mort, les taureaux Apis étaient momifiés et honorés avec la plus grande solennité. Lorsque Mariette pénétra dans le Sérapéum, il observa des traces de rouleaux sur le sol des galeries et découvrit 2 treuils horizontaux en bois, chacun muni de 8 leviers. Par la suite, d'autres explorateurs signalèrent la présence de doubles rails. Les chambres funéraires étaient situées à un niveau inférieur au sol du couloir. Pour positionner les sarcophages, les ouvriers remplissaient ces chambres de sable, permettant ainsi un déplacement en ligne droite. Ensuite, le sable était progressivement retiré, abaissant doucement les sarcophages dans des emplacements parfaitement taillés dans la roche. Une inscription en pierre trouvée dans le Sérapéum mentionnait qu'à l'époque de Ptolémée II, en 247 avant notre ère, il fallait 28 jours pour placer un seul sarcophage avec son couvercle. L'incroyable précision des sarcophages, notamment leurs angles de 90 degrés, s'explique également par les avancées géométriques des anciens Égyptiens. Dès 1850 avant notre ère, ils rédigèrent des traités de géométrie, démontrant qu'ils connaissaient une valeur approximative de pi et savaient recalculer le volume d'une pyramide tronquée. Ces compétences avancées en mathématiques expliquent leur capacité, 5 siècles plus tard, à sculpter des surfaces parfaitement planes. Bien que tout cela puisse sembler logique, certains pointent des incohérences. La taille des sarcophages dépasse largement celle des taureaux, alors que les pharaons étaient inhumés dans de petits cercueils, à peine adaptés à leur corps. De plus, ces sarcophages, réalisés en granit avec une précision remarquable, auraient pu être fabriqués en calcaire, un matériau bien plus facile à travailler. Le transport de ces immenses sarcophages semble réalisable en théorie, mais reste complexe. Si une personne pouvait tirer environ 200 kilos, il aurait fallu au moins 250 personnes pour déplacer un seul sarcophage. Or, les tunnels du Sérapéum sont extrêmement étroits, excédant d'à peine 60 cm la largeur des sarcophages eux-mêmes. Il aurait été impossible que des centaines de personnes se serrent dans ces espaces confinés pour tirer les sarcophages. Et quand bien même, comment auraient-elles pu faire pivoter les blocs dans ces étroits couloirs, les abaisser dans leurs niches et les positionner parfaitement au centre? Pourtant, cela a été réalisé pas moins de 24 fois, chaque sarcophage étant impeccablement centré. De surcroît, les chambres étaient recouvertes de poussière, sans aucune trace de suie provenant des lampes, ce qui impliquerait de travailler dans une obscurité quasi totale. La fonction véritable de ces sarcophages pourrait toutefois avoir été différente. Bien avant l'ère des pharaons, les populations locales connaissaient déjà le processus de fermentation. Ce phénomène survient lorsque des micro-organismes, comme les levures, consomment des substances comme l'amidon, produisant ainsi du gaz carbonique et de l'éthanol. Il est donc possible qu'en Égypte ancienne, des aliments tels que l'orge, le pain ou même la viande aient été placés dans ces immenses coffres de pierre, puis scellés hermétiquement à l'aide de lourds couvercles. Ces sarcophages en granit, d'une précision remarquable, étaient pratiquement hermétiques, empêchant toute fuite. Lorsque la levure commençait à agir, elle générait progressivement du gaz carbonique, augmentant la pression interne. Les sarcophages, dotés d'une robustesse exceptionnelle, pouvaient supporter des pressions bien supérieures à celles des pneus de voiture. Sous l'effet de cette compression, les cristaux du granit produisaient une très faible charge électrique. Ce phénomène était possible grâce à la présence de quartz dans le granit, un matériau réactif à la pression. Par ailleurs, l'ajout de viande ou de parties animales aurait pu favoriser le développement des levures. La viande contient en effet de l'acide oléique, un élément nécessaire pour que les levures continuent de croître et résistent aux effets toxiques de l'éthanol qu'elles produisent. Ainsi, avec l'accumulation de gaz et la production d'électricité, ces sarcophages n'auraient pas uniquement servi d'anciens garde-manger, mais auraient pu être de véritables systèmes énergétiques. Au fil du temps, la pression interne devenait si élevée qu'elle pouvait repousser le couvercle, libérant le gaz avec un bruit sec. Toutefois, lorsque le Sérapéum fut redécouvert en 1850, d'anciennes peintures montrèrent que des pierres étaient empilées sur certains couvercles. Cela suggère que, dans l'Antiquité, des efforts furent entrepris pour alourdir ces couvercles afin de limiter les pertes dues à la pression interne. Ce poids additionnel permettait également aux cristaux de quartz du granit de continuer à générer davantage d'électricité sous l'effet de la pression. Si quelqu'un ouvrait l'un de ces sarcophages de pierre plusieurs millénaires plus tard, il ne découvrirait à l'intérieur que les ossements des taureaux déposés à l'origine.
C'est précisément ce que Mariette a mis au jour dans les années 1850. Peu après les premières fouilles effectuées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le Sérapéum fut ouvert aux visiteurs. Le prince de Galles, futur Édouard VII, aurait même déjeuné avec ses invités dans l'une de ses tombes. Bien que le site ait été rendu inaccessible pendant un certain temps à cause des sables et des séismes, il est aujourd'hui de nouveau possible de le visiter afin d'en percer le mystère. Grâce aux technologies modernes, nous pourrions bientôt résoudre de nombreuses autres énigmes historiques. Une équipe de scientifiques du musée Field d'Histoire naturelle de Chicago a récemment utilisé un scanner spécifique pour analyser des momies égyptiennes sans les déballer. Les chercheurs ont soigneusement transporté 26 momies sur des chariots adaptés jusqu'au parking où se trouvait le scanner. Celui-ci a pris des milliers de clichés radiographiques détaillés de chaque momie et de leur cercueil. En regroupant toutes ces images, ils ont pu créer des modèles 3D révélant l'intérieur des momies, y compris les squelettes et certains artefacts. Ces images devraient permettre aux archéologues de mieux comprendre les pratiques funéraires égyptiennes, remontant à plus de 3000 ans. Bien que la phase de numérisation ait été réalisée en seulement 4 jours, l'analyse complète des données pourrait prendre jusqu'à 3 ans. Les chercheurs ont néanmoins déjà pu découvrir quelques détails personnels sur certaines momies. L'une des figures momifiées les plus célèbres du musée est Shennet Aa, une aristocrate ayant vécu dans l'Égypte ancienne il y a environ 3000 ans. Elle serait décédée à la fin de sa trentaine ou au début de sa quarantaine. Les embaumeurs avaient inséré du rembourrage dans son cou pour éviter qu'il ne s'affaisse, garantissant ainsi que son corps demeure intact à travers les âges. Ils avaient également placé des yeux artificiels dans ses orbites afin qu'elle conserve une apparence complète dans l'au-delà. En 1936, l'égyptologue britannique Walter Bryan Emery mit au jour, en plein désert, un petit objet qui suscita d'intenses débats. Certains y virent la maquette sophistiquée de soucoupes volantes, voire un système de propulsion avancé, issu d'un vaisseau spatial appartenant à une civilisation venue d'ailleurs. Emery consacra de longues années à l'exploration de sites archéologiques dans la vallée du Nil, en particulier dans l'immense nécropole antique de Saqqara. Il y découvrit quantité de trésors, mais le plus déroutant provenait de la tombe d'un haut dignitaire nommé Sabou. L'identité précise de ce personnage demeure incertaine, bien que certaines sources le présentent comme l'un des fils du pharaon Hadjib. Le fait qu'il ait été enterré à Saqqara suggère un rang élevé au sein de la cour royale. L'époque à laquelle il vécut étant très ancienne, aucun document ne subsiste pour éclaircir son rôle exact ou son destin. Dans son tombeau, les chercheurs découvrirent 7 chambres funéraires, chacune renfermant les biens funéraires classiques. Des os d'animaux, des outils en silex, de la céramique, des objets en ivoire et des bols en pierre. Mais s'y trouvait également un étrange artefact brisé qui devint connu sous le nom de disque de Sabou. Il prend la forme d'un bol peu profond, à fond arrondi, doté de 3 lobes courbes finement sculptés, espacés d'environ 120 degrés autour de sa circonférence. 3 trous les séparent et un tube fin se trouve en son centre. Le disque est fait de siltite, ou schiste, une roche poreuse, friable et très difficile à travailler. Elle se désagrège aisément sous pression, ce qui rend d'autant plus énigmatique la manière dont les artisans de 3000 avant notre ère ont pu la façonner à l'aide d'outils rudimentaires en pierre et en cuivre. L'autre grande énigme consiste en la présence de cet objet dans la tombe de Sabou. Peut-être sa fonction réelle permettrait-elle de mieux en comprendre la signification. Lors de sa découverte, les archéologues y virent un simple vase, un brûleur d'encens ou un objet décoratif à vocation rituelle. Mais certains, en l'examinant sous un angle plus technique, envisagèrent qu'il puisse s'agir d'un élément intégré à un dispositif plus complexe. Un historien amateur a reproduit fidèlement l'objet à l'aide d'une imprimante 3D, et cette réplique a révélé que le disque de Sabou pourrait bien être un ancien impulseur, c'est-à-dire un composant essentiel d'une pompe centrifuge. Placé dans un boîtier et mis en rotation rapide autour de son petit axe central, il s'est montré capable de déplacer de l'eau. Sans boîtier, il générait un puissant vortex. Il apparut alors que la forme incurvée des lobes et la légère concavité du disque n'étaient pas fortuites. L'ensemble semble avoir été pensé pour déplacer efficacement l'eau, à l'image d'un mécanisme de pompage sophistiqué.
Or, toute la civilisation égyptienne reposait sur la maîtrise de l'irrigation. Les dynasties ultérieures mirent au point un système d'irrigation par bassin permettant de contrôler les crues du Nil et d'en tirer un rendement agricole optimal. Il se pourrait donc que, dès la première dynastie, des ingénieurs aient exploré des techniques d'irrigation avancées, bien avant ce que les spécialistes n'avaient imaginé. Toutefois, certains restent sceptiques. Selon eux, le schiste serait trop fragile pour supporter les contraintes d'un tel usage. Ils émettent l'hypothèse que les artisans de la première dynastie auraient tenté de reproduire un objet plus ancien, en se contentant des matériaux et outils dont ils disposaient. Le disque pourrait alors être une réplique en pierre d'un artefact métallique, hérité d'une civilisation bien antérieure, et peut-être technologiquement plus avancée que l'Égypte antique elle-même. Un auteur suisse va même plus loin et suggère que le disque serait la copie d'un composant d'hyperpropulsion appartenant à un vaisseau extraterrestre, ou bien une maquette en pierre d'une soucoupe volante. Un chercheur français, quant à lui, avance que le disque de Sabu faisait partie d'un gigantesque dispositif industriel, destiné à produire du carbonate de sodium à l'intérieur des pyramides. D'autres encore estiment qu'il aurait pu s'agir d'un outil primitif de tressage de cordes, les lobes servant à torsader des brins de soie ou des fibres en ficelle lors de la rotation. Une autre théorie enfin évoque une lampe de très grande dimension. Un autre mystère historique est lié à une carte datant de 1513, que l'on considère comme la plus ancienne représentation détaillée connue des Amériques. Elle est l'œuvre d'un capitaine turc, Piri Reis, qui, sans jamais avoir traversé l'océan Atlantique, l'a composée à partir d'une vingtaine de cartes régionales. Parmi celles-ci, figurait une carte arabe de l'Inde, 4 cartes portugaises figurant l'Inde et la Chine, ainsi qu'une carte des Amériques attribuée à Christophe Colomb, fondée sur ses propres observations. Cette dernière carte ayant disparu depuis longtemps, le travail de Reis offre un précieux aperçu de ce que Colomb aurait pu noter lors de son 3e voyage vers le Nouveau Monde. Charles Hapgood, un historien, a avancé l'idée que la carte de Reis représentait l'Antarctique tel qu'il était à la préhistoire, en s'appuyant sur une ressemblance frappante avec le littoral réel du continent, avant qu'il ne soit recouvert de glace. Toutefois, cette hypothèse a été formellement invalidée par la suite. Une autre découverte qui a suscité l'étonnement dans le monde scientifique est celle des billes de Klerksdorp. Ces objets, trouvés dans des dépôts de pyrophilite en Afrique du Sud, ressemblent à de petites balles de criquet anciennes, ornées de stries en leur centre. Dans les années 80, une théorie a émergé selon laquelle une civilisation antédiluvienne, totalement inconnue mais d'un niveau technologique avancé, aurait été à l'origine de ces sphères. Un journaliste avait rapporté qu'elles semblaient tourner sur elles-mêmes dans une vitrine. Une émission de télévision avait même convié un médium, qui affirmait que ces objets étaient les vestiges d'un antique vaisseau spatial. Pourtant, d'après les géologues, il s'agit simplement de formations sphériques naturelles, composées de minéraux distincts de ceux de la roche environnante. Les lignes semblables à des soudures ne sont que des empreintes laissées par les couches successives de la roche haute au fil du temps. Les billes de Klerksdorp présentent une variété de formes, allant de sphères légèrement aplaties à des disques bien définis. Quant à l'épisode de la sphère tournant seule, le conservateur du musée de Klerksdorp a apporté une explication rationnelle. Lorsqu'il a déposé l'objet dans une vitrine à l'occasion de la visite d'un journaliste, celui-ci a légèrement pivoté en raison de sa forme arrondie. De plus, la région étant sujette à des secousses sismiques causées par l'extraction aurifère voisine, cela pourrait également expliquer ce phénomène. Dans une région reculée de Chine, se trouvent d'étranges formations en forme de tube, connues sous le nom de tuyaux de Baigong. C'est un explorateur local qui les a découverts en 1996, émergeant des flancs du mont Baigong et des rives du lac Tuosu voisin. Cette découverte a poussé certains à penser qu'il s'agissait de vestiges laissés par de très anciens visiteurs venus d'autres mondes. Lorsqu'on a analysé des échantillons de ces structures, les scientifiques ont constaté qu'elles étaient majoritairement composées de minéraux courants, mais qu'elles contenaient aussi, de manière inexpliquée, 8% de matière inconnue. Des examens complémentaires ont suggéré que ces formations existaient avant même l'apparition de l'homme. Des géologues chinois se sont ensuite rendus sur place et ont avancé l'hypothèse qu'il s'agissait de structures naturelles, formées au fil du temps, probablement des racines d'arbres fossilisés remontant au passé verdoyant de la région. Néanmoins, le mystère reste entier. Alors qu'ils creusaient une tranchée le long d'une rivière en Roumanie, des ouvriers ont mis au jour une cale métallique,
aujourd'hui connu sous le nom de coin en aluminium d'Ayoud, ou encore artefact d'Ayoud. Juste à côté se trouvaient des os de mastodontes, ces lointains cousins des éléphants ayant vécu il y a environ 11 000 ans. Cela a conduit certains à penser que le coin datait de la même époque. Ce qui intrigue, c'est que cette cale est en aluminium, un métal qui n'a été découvert qu'au XIXe siècle et dont la production exige des températures extrêmes. Elle serait recouverte d'une épaisse couche d'oxyde, présente depuis plusieurs siècles. Certains avancent qu'il pourrait s'agir d'un débris provenant d'un vaisseau spatial extraterrestre, tandis que quelques scientifiques y voient une supercherie. D'autres considèrent qu'il pourrait s'agir d'une création d'origine humaine, dont la fonction reste toutefois indéterminée. Un dispositif antique, comparable à un ordinateur, est resté immergé et inerte durant des millénaires. Lorsqu'il fut exhumé au début du XXe siècle, on le prit à tort pour un insignifiant assemblage de bois et de métal. Ce n'est qu'après une analyse rigoureuse que la machine d'Anticythère ébranla notre vision des anciens Grecs, ainsi que celle de leur compréhension du ciel. Peut-on véritablement parler d'un ordinateur? Tout dépend de la définition que vous en donnez. L'on sait que le premier appareil mécanique de ce genre fut conçu en 1822, avec pour seule fonction d'assister dans des calculs élémentaires. Le mécanisme d'Anticythère, quant à lui, ne dispose ni d'écran ni de clavier. Il se compose de 3 fragments de bronze finement travaillés, des engrenages, semblables à ceux d'une horloge, et un anneau gradué rappelant un rapporteur. Aucun autre objet comparable ne remonte à une époque aussi reculée. Ce n'est qu'après l'invention des rayons X que les chercheurs purent commencer à percer les secrets de cet artefact. Ils découvrirent bientôt que le mécanisme d'Anticythère servait sans doute à observer la trajectoire des astres. Son fonctionnement reposait sur un réseau complexe de petits engrenages, dissimulés dans un coffret de bois. Non pas pour mesurer l'heure, mais pour anticiper les phénomènes célestes. Il offrait à son utilisateur une vision inédite de la position du Soleil, de la Lune et des planètes à un moment donné. L'actionnement d'un bouton suffisait à le mettre en marche, révélant la danse des corps célestes. L'un des aspects les plus énigmatiques de cet objet est la présence de ces curieux pointeurs planétaires. Aujourd'hui, il est admis que les mouvements des planètes s'expliquent par leur orbite autour du Soleil. Or, certains soutiennent que les astronomes grecs de l'époque n'auraient pas atteint un tel degré de connaissance. Quelques penseurs de la Grèce antique avaient bien formulé l'hypothèse d'un soleil occupant le centre de l'univers connu. Toutefois, cette idée resta marginale. Et pour cause, si la Terre tourne sur elle-même tout en gravitant autour du Soleil, pourquoi n'en ressentons-nous aucun mouvement? Il est possible que certaines pièces du mécanisme d'Anticythère reposent encore au fond des eaux, et que d'autres aient disparu à jamais. Dès lors, la finalité de cet instrument pourrait demeurer à jamais hors de notre portée. La version officielle concernant la première pile, elle aurait été inventée aux alentours du XIXe siècle. Ce dispositif reposait sur une alternance de disques de cuivre et de zinc, séparés par un morceau de tissu, le tout plongé dans un composé chimique permettant la conduction électrique. Pourtant, certains archéologues affirment avoir exhumé une pile 10 fois plus ancienne, connue sous le nom de pile électrique de Bagdad. Il se pourrait donc que les prémices de cette technologie aient discrètement traversé les âges sous nos yeux. De prime abord, la pile de Bagdad pourrait aisément passer pour un simple pot d'argile. Ce qui la distingue, ce sont ses composants. Un agencement d'éléments insolites enchâssés les uns dans les autres. En son sein se trouvait un cylindre de cuivre entourant une tige de fer, laquelle aurait traversé le couvercle du vase. L'artiste archéologue à l'origine de cette découverte singulière n'a jamais rédigé de rapport détaillé sur le contexte, le lieu ou les circonstances exactes de sa trouvaille. Toutefois, la théorie la plus répandue voudrait que cet objet ait été mis au jour dans la région de l'actuel Bagdad, en Irak. Un autre point sur lequel la plupart des experts s'entendent, cette batterie remonterait à l'ancienne cité de Ctésiphon. Son âge demeure néanmoins incertain. Certains estiment qu'elle date de plus de 2 millénaires, d'autres lui attribuent une ancienneté d'à peine 14 siècles. Même selon cette estimation la plus récente, elle précède de loin l'invention officielle de la pile électrique, qui ne remonte qu'à quelques centaines d'années. En l'absence de toute archive traitant de l'artefact, il est possible que nous ne découvrions jamais sa fonction. Mais alors, d'où vient l'hypothèse selon laquelle il s'agirait d'une pile? Cette interprétation repose sur la présence de 2 métaux, au potentiel électrochimique distinct, un principe fondamental dans le fonctionnement des batteries. On a également relevé des indices suggérant que ce récipient contenait autrefois une solution ionique, agissant comme électrolyte, l'élément essentiel au transport du courant électrique dans toute pile.
L'analyse des traces de corrosion sur le pot suggère qu'il aurait pu renfermer un liquide proche du vinaigre. Même en admettant qu'il s'agisse bien d'une pile archaïque, elle n'aurait produit qu'un faible courant, 1 volt tout au plus. Les civilisations anciennes ne disposaient ni de téléviseurs, ni d'appareils ménagers, alors pourquoi auraient-elles eu besoin de batteries? De nombreuses théories ont vu le jour. À travers les âges, diverses cultures ont expérimenté les propriétés curatives de l'électricité. Les Grecs, par exemple, apaisaient certaines douleurs en posant des anguilles électriques sur leurs pieds. Une autre hypothèse fascinante avance que ces piles auraient été dissimulées dans des statues afin d'y provoquer un léger bourdonnement, conférant ainsi une aura mystique au rituel spirituel. Certains suggèrent également que ce dispositif aurait servi au plaquage de métaux, notamment pour dorer des objets, une technique courante chez les bijoutiers d'autrefois. Et s'il ne s'agissait pas d'un générateur d'électricité, peut-être n'était-ce qu'un contenant destiné à protéger des parchemins. Dans ce cas, la tige de fer aurait joué le rôle d'axe, autour duquel on aurait enroulé le manuscrit avant de l'introduire dans le cylindre de cuivre. Dans d'autres régions du globe, c'est une modeste pièce de monnaie qui semble avoir défié les lois du temps. En 1957, un archéologue amateur fit une découverte intrigante dans le Maine états-unien. Un fragment métallique qu'il prit d'abord pour une banale pièce anglaise du XIe siècle. Ce n'est que 2 décennies plus tard, en 1978, qu'un magazine local décida de publier un article à son sujet, intitulé « Les Anglais ont-ils été les premiers à découvrir l'Amérique ?» Un expert londonien en numismatique, après un simple coup d'œil, comprit que la pièce n'avait rien d'anglais. Il s'agissait, selon lui, d'un penny scandinave datant de la fin du XIe siècle. Mais comment une monnaie viking aurait-elle pu aboutir dans le Maine? Un spécialiste norvégien, venu examiner la pièce de près au musée d'État du Maine, confirma son authenticité. Le mystère reste entier quant à la façon dont elle y est parvenue. Certains pensent qu'elle aurait circulé de main en main au gré des routes commerciales, jusqu'à atteindre les rivages nord-américains. D'autres évoquent la possibilité d'un ancien peuplement viking encore inconnu. Mais quelques sceptiques soulignent des zones d'ombre. L'homme qui a trouvé la pièce entretenait des relations qui auraient pu lui permettre d'acquérir un penny norrois par des moyens détournés. Il faut aussi rappeler que, durant la même période, de nombreux canulars liés aux Vikings circulaient. Pourtant, l'idée que des navigateurs nordiques aient exploré l'Amérique n'est pas née d'hier. Les sagas islandaises l'évoquent depuis longtemps. Ce n'est qu'à la suite de la mise au jour d'un site archéologique à Terre-Neuve que cette hypothèse commença à être prise au sérieux. Cela dit, cette découverte ne permet toujours pas d'attester l'authenticité de cette fameuse pièce. La ville texane de Rockwall est réputée pour sa scène musicale et son atmosphère conviviale, propice aux familles. Toutefois, elle tire son nom d'une étrange formation géologique encore nimbée de mystère. Sous le sol de cette ville s'étend un assemblage de roches dures, empilées de manière si régulière qu'elles évoquent une imposante muraille minérale. Depuis plus de 150 ans, cette structure énigmatique intrigue et alimente les spéculations. S'agit-il d'un vestige laissé par une civilisation ancienne, témoignage oublié de son savoir-faire, ou bien est-ce qu'un phénomène naturel, patiemment façonné par les forces telluriques au fil des ères géologiques? Cette formation a été observée en plus d'une dizaine de lieux répartis autour de la ville, aussi bien en surface qu'en profondeur. Dans leur quête de réponse, les chercheurs ont soumis les pierres formant cette prétendue muraille à divers examens scientifiques. Dès 1901, un géologue avait proposé que l'ensemble n'était qu'une digue de grès née d'un processus naturel. Les recherches menées depuis ont abondé dans ce sens, et des spécialistes de l'Université du Texas à Dallas ont confirmé que ces roches se sont lentement formées sur des millions d'années, à partir de dépôts sédimentaires qui se sont consolidés avec le temps. En dépit de ce consensus, certains persistent à croire que la formation de Rockwall dissimule un autre secret. Depuis des décennies, circulent des récits évoquant des marches, des voûtes, voire de véritables couloirs, appuyés par d'anciens articles de presse et par le folklore local. On affirme y avoir distingué d'étranges gravures, tandis que d'autres prétendent avoir découvert, enchâssés dans la roche, de mystérieux fragments métalliques. L'explication la plus rationnelle voudrait que ces escaliers et ces arches ne soient même que le fruit de fractures naturelles de la roche, générant des formes analogues. Quant aux objets métalliques mentionnés, il s'agirait, selon les scientifiques, de simples concentrations de minéraux riches en fer. Nulle preuve tangible d'une intervention humaine. Que la formation de Rockwall soit l'œuvre de mains anciennes ou une merveille de la géologie,
elle demeure un élément emblématique du patrimoine et de l'identité de cette ville. Jetez un œil à ces pierres. À première vue, elles semblent ordinaires. Ce ne sont que des dalles anciennes, les ruines d'un bâtiment quelconque. Cependant, contrairement à de nombreuses autres découvertes archéologiques similaires, celle-ci est parmi les plus mystérieuses et les plus uniques. Voici pourquoi. Ces pierres sont les vestiges d'un grand complexe religieux appelé Pumapunku, situé en Bolivie. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais il est probable que Pumapunku ait été construit sous l'empire des Tiwanaku, qui a existé entre l'an 300 et l'an 1000 de notre ère, avant l'empire Inca. Aucune information ne suggère que cette civilisation disposait de technologies de construction avancées. De plus, il est possible qu'elle n'ait même pas connu l'écriture. Chacune de ces pierres a été sculptée et polie avec une précision remarquable. Elles s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle. Le travail est si raffiné qu'il serait impossible d'y glisser même une lame de rasoir. C'est assez impressionnant pour un peuple qui vivait il y a environ 1500 ans. En outre, ces pierres sont très lourdes. Les plus grosses pèsent environ 130 tonnes. Comment les ont-ils transportées d'un endroit à un autre? Les scientifiques pensent que cette civilisation ignorait l'existence de la roue. Alors, comment ont-ils réussi à construire une structure aussi parfaite? Les Tiwanaku disposaient-ils des connaissances et des outils nécessaires pour travailler la pierre? Ou quelqu'un d'autre a-t-il construit Pumapunku? Plusieurs théories existent à ce sujet. Théorie numéro 1. Une civilisation avancée est arrivée en Amérique du Sud, a collaboré avec les Tiwanaku pour construire cette merveille d'ingénierie, puis est repartie. Théorie numéro 2. Des êtres venus d'une autre planète ont débarqué sur Terre, ont montré aux humains comment construire des structures parfaites et ont créé Pumapunku. Cette théorie est toutefois peu crédible. Un autre scénario du même ordre suggère que Pumapunku a été construit par des créatures mythologiques issues de la culture sud-américaine de l'époque. Théorie numéro 3. La plus plausible. Il n'y a aucun mystère. Les Tiwanaku constituaient une civilisation avancée dotée de technologies de construction incroyables. Qu'en pensez-vous? Bien, nous venons de voir des pierres parfaitement rectangulaires utilisées pour construire un temple. Que diriez-vous de pierres parfaitement rondes destinées à l'étude du ciel étoilé? Ou à d'autres fins, qui sait? Alors bienvenue au Costa Rica. Au sud de ce pays se trouvent les sphères d'Iki. Il s'agit de pierres rondes, lourdes et de grande taille, créées à l'époque précolombienne, vers l'an 600 de notre ère. Ces pierres proviennent d'un type de roche unique, formé à partir de magma refroidi. En d'autres termes, quelqu'un a attendu la fin d'une éruption volcanique et le refroidissement du magma, puis a utilisé ce matériau pour sculpter ces sphères. Mais comment ont-ils fait pour obtenir une forme aussi parfaite? Selon les scientifiques, ils auraient utilisé de petites pierres pour broyer et sculpter le magma refroidi. Certains spécialistes pensent que ces pierres étaient destinées à s'orienter, qu'elles servaient à indiquer leur chemin aux voyageurs. D'après une autre théorie, les sphères d'Ikis étaient utilisées pour l'astronomie. Personne ne connaît la vérité. Et nous ne l'apprendrons peut-être jamais, car tous ceux qui connaissaient le secret de ces pierres ont disparu à la suite de la conquête espagnole. Continuons donc notre voyage. Vous voyez ces pavés? Les archéologues ne savent toujours pas pourquoi ils sont disposés ainsi le long d'une vaste étendue désertique traversant la Jordanie et Israël. Ces pierres étranges forment une chaîne de 64 km de long et sont ici depuis environ l'an 300 avant JAC. Comme elles ont été découvertes par des aviateurs il y a une centaine d'années, on les a surnommées « cerfs-volants du désert ». L'une des théories les plus populaires à leur sujet suggère qu'elles furent placées à cet endroit pour attirer les animaux et les capturer. Apparemment, les chasseurs anciens connaissaient bien le comportement de la faune locale. Et ils étaient sûrs que les bêtes finiraient par marcher le long de ces pavés et qu'ils finiraient par tomber dans une fosse préparée à l'avance. Des pierres rectangulaires et carrées parfaitement lisses, des pierres rondes, des pièges de pierre pour capturer des animaux, et encore de la peinture sur pierre. Pour découvrir cela, rendons-nous à Glasgow, en Écosse, où des archéologues ont mis au jour une dalle datant d'environ 5000 ans. Elle porte le nom de Cochno Stone. La dalle elle-même mesure 13 mètres sur 8, soit environ la moitié d'un terrain de basket.
et toute sa surface est recouverte d'étranges motifs tourbillonnants que les scientifiques qualifient de marques en coupe et en anneaux. Mais que signifie-t-il? Comme pour le reste, les scientifiques n'en sont pas encore certains. Une théorie suggère toutefois que ces inscriptions auraient un lien avec des phénomènes astronomiques, tels que les éclipses lunaires ou solaires. Peut-être s'agit-il d'une carte du ciel, ou peut-être que ses créateurs souhaitaient simplement réaliser une œuvre d'art. Quoi qu'il en soit, Il existe un autre fait intéressant, lié à ces dessins. Des scientifiques en ont découvert de similaires sur plusieurs sites préhistoriques à travers le monde. Délaissons à présent les pierres mystérieuses, et intéressons-nous à d'autres merveilles archéologiques. Voici la chronologie approximative du développement de la civilisation, à partir de 8000 avant notre ère, selon les scientifiques. Tout d'abord, les hommes s'installent dans un endroit et y construisent une ville ou un village. Puis ils se lancent dans l'agriculture, avant de construire des temples. Cependant, en 1994, des archéologues ont déclaré « Non, l'ordre pourrait être différent. Et si les hommes avaient d'abord construit des temples pour vénérer des êtres mythiques supérieurs, avant de construire des villes et de se lancer dans l'agriculture ?» Rendons-nous en Turquie, dans la région rurale de Göbekli Tepe, où, au milieu des années 90, des archéologues ont découvert plusieurs piliers de pierre sur lesquels étaient sculptés des animaux. Cette structure ancienne remonte au 10e millénaire avant notre ère. Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme l'un des plus anciens lieux de culte au monde. Il a très probablement été construit par des chasseurs semi-nomades qui ne connaissaient rien à l'agriculture, car celle-ci n'est apparue dans cette région que 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, les scientifiques se posent la question suivante. Est-il vrai que de telles structures ont conduit à la colonisation de la région? La réponse à cette question pourrait nous aider à comprendre la mentalité et le développement de l'humanité dans de nombreuses régions de la planète. Aimeriez-vous posséder un parchemin sur lequel serait indiqué l'emplacement d'un trésor? En fait, vous en avez déjà un. Vérifiez par vous-même. Il vous suffit de rechercher « le trésor du rouleau de cuivre » sur Google, de télécharger une photo haute résolution du rouleau en question et de suivre ses instructions. Mais attention, le texte est absolument incompréhensible. Les scientifiques tentent de déchiffrer ce message depuis sa découverte en 1952 à Qumran, et ils n'y sont toujours pas parvenus. Selon une théorie, le rouleau contiendrait des informations sur une importante quantité d'or et d'argent. Cependant, même si ce trésor n'existe pas, cet artefact n'en présente pas moins un grand intérêt. Il a été créé il y a environ 2000 ans, à l'époque où l'Empire romain régnait sur la colonie de Qumran. Peut-être les habitants de la région souhaitaient-ils cacher leurs objets de valeur aux légionnaires romains et ont-ils laissé un plan à leurs descendants? Lorsque vous vous approchez de cette merveille archéologique, vous ne remarquez rien. Mais si vous montez haut dans les airs et que vous regardez vers le sol, vous verrez des motifs étonnants, créés par le peuple de la culture Nazca. On les appelle les lignes de Nazca. Des pilotes et des passagers d'avions de ligne les ont aperçus pour la première fois dans les années 1920 et 1930. Lors de vols au-dessus du Pérou. Ces grands dessins sont composés de lignes géométriques, d'images complexes d'animaux et de figures fantaisistes. Il y a plus de 2000 ans, un peuple a creusé à la surface du sol pour créer ces motifs. Mais pourquoi? Les lignes de Nazca continuent de fasciner les chercheurs et les passionnés d'archéologie. Les récentes avancées technologiques, telles que l'imagerie par drone et la cartographie par satellite, ont apporté un nouvel éclairage sur ces formations énigmatiques. Certains chercheurs s'intéressent désormais à la possibilité que ces lignes aient eu plusieurs fonctions, notamment celle de communiquer avec des êtres extérieurs à notre monde. Et cette hypothèse est plausible. Une partie des scientifiques pense que ces étranges motifs étaient un moyen rituel de communiquer avec les divinités de la civilisation Nazca. L'étude de ces merveilles archéologiques enrichit non seulement notre connaissance du passé, mais nous invite également à admirer l'ingéniosité et la créativité de l'esprit humain. Si un jour tu survoles les déserts du sud du Pérou, tu remarqueras des lignes blanches distinctes sur le fond rouge couleur rouille. En y regardant de plus près, tu verras des formes claires, des lignes droites, des rectangles, des triangles, des spirales. On dirait qu'il s'agit de parties d'immenses dessins. Tu remarques un singe, une baleine, un condor, un colibri, etc. Les lignes ont été créées il y a plus de 2000 ans par les habitants de la culture Nazca. Grâce au climat sec et au vent fort du désert, la plupart des lignes de Nazca sont encore visibles aujourd'hui. Pour les créer,
Les Nazca ont enlevé la couche supérieure de cailloux et ont ainsi révélé le sol sous-jacent. La couleur du sol varie du brun rougeâtre au gris jaunâtre, de sorte que les lignes ont toujours un aspect différent. Il semble que les créateurs des lignes aient commencé par des modèles à petite échelle et qu'ils aient augmenté les proportions pour créer des dessins à grande échelle. Depuis leur découverte dans les années 1920, les scientifiques tentent de déchiffrer la signification des lignes de Nazca. Mais la première référence à ces lignes est en fait bien plus ancienne, puisqu'elles figurent dans la chronique du Pérou du XVIe siècle, où elles sont décrites comme des balises dans le désert. Étant donné qu'il est impossible d'étudier les lignes et leur symbolisme depuis le sol, elles ne sont devenues mondialement connues que dans les années 1930, avec l'avènement des avions commerciaux. 10 ans plus tard, le professeur américain Paul Kosok, qui effectuait des recherches sur les lignes, a remarqué une chose intéressante. Lorsqu'il a levé les yeux de la ligne, celle-ci pointait directement vers le soleil couchant. Cela s'est produit un jour après le solstice d'hiver, et le scientifique en a conclu que les lignes devaient être le plus grand livre d'astronomie du monde. La scientifique allemande Maria Reich, surnommée la Dame des lignes, a soutenu la théorie selon laquelle les géoglyphes servaient de calendrier et avaient une fonction astronomique. Elle a consacré 40 ans de sa vie à l'étude des lignes et les a balayées centimètre par centimètre. Elle s'est également installée dans une petite maison à proximité des lignes pour les protéger des visiteurs indésirables. Puis, dans les années 1970, des chercheurs américains ont remis en question la théorie liée à l'astronomie. Ils ont remarqué que dans une région comme Nazca, l'un des endroits les plus secs de la planète avec seulement 20 minutes de pluie par an, l'eau est un véritable trésor. Et les lignes droites et les trapèzes doivent y être pour quelque chose. Ils pourraient indiquer les lieux où se déroulaient les rituels organisés par la population locale pour obtenir de l'eau et rendre les cultures plus fertiles. Les images d'animaux dans la région des Andes sont également liées à l'eau. Les araignées sont considérées comme un signe de pluie. Les colibris représentent la fertilité et les singes vivant en Amazonie symbolisent l'abondance de l'eau. Ces dernières années, les lignes de Nazca sont devenues le terrain de recherche d'archéologues de l'université de Yamagata. Ils utilisent des photographies aériennes à haute résolution et des drones pour découvrir et cataloguer les géoglyphes. L'équipe a identifié un total de 358 géoglyphes à ce jour, dont 168 rien qu'en 2022. Ils ont trouvé des images d'humains, de camélidés, d'oiseaux, d'orques, de chats et de serpents, probablement créées entre 100 avant notre ère et 300 de notre ère. Certaines de ces images mesurent entre 3 et 6 mètres de long. Il n'est donc pas étonnant que personne n'ait pu les détecter auparavant. À titre de comparaison, les plus grands géoglyphes mesurent 365 mètres de diamètre, soit environ la hauteur de l'Empire State Building. Les chercheurs pensent que les lignes de Nazca étaient utilisées comme moyen de communication dans le désert. Les lignes linéaires indiquaient la direction à suivre d'une vallée à l'autre. Les lignes tracées sur les pentes semblent avoir été tracées le long d'anciens chemins entre les villages. Les scientifiques envisagent maintenant de trouver des modèles dans les géoglyphes en fonction de leur distribution. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les images. L'IA génère des dessins susceptibles d'être peints dans le désert, et l'équipe vérifie ensuite s'ils font effectivement partie des lignes de Nazca. Un autre géoglyphe péruvien célèbre est un candélabre légèrement plus haut que le Washington Monument, 182 mètres. Il se trouve sur une colline en bord de mer dans la péninsule de Paracas. Les chercheurs ont réussi à déterminer l'âge approximatif du candélabre en analysant les objets trouvés à proximité. Il semblerait dater d'environ 200 ans avant notre ère. Le dessin est gravé profondément dans le sable. Il n'a jamais été conçu pour ressembler à un candélabre. Selon une théorie, le dessin devait ressembler au trident d'une divinité inca pour lui plaire. Une autre théorie populaire veut que les marins l'aient utilisé comme balise de navigation. L'Effigy Mounds National Monument, situé sur le fleuve Mississippi, compte 195 tumulus amérindiens connus. La plupart d'entre eux sont de forme conique, et plusieurs ont l'apparence d'oiseaux, de cerfs, de tortues, d'ours et de panthères. Les scientifiques ont établi que les monticules datent d'environ 450 avant notre ère, et que les images sont un peu plus jeunes. Une étude des monticules a révélé la présence d'outils en cuivre, en os et en pierre. Les descendants des bâtisseurs affirment que les monticules servaient de sites cérémoniels. Cette histoire est transmise de génération en génération.
Certains historiens pensent que les tumulus auraient également pu servir à marquer des événements célestes ou des territoires. Le sud-ouest américain et les régions voisines du Mexique comptent plus de 300 Untalios, qui sont des images géantes gravées dans le sol. Les plus célèbres d'entre eux sont les Untalios de Blythe, en Californie, à l'ouest du fleuve Colorado. Les géants de Blythe sont un groupe de 6 figures, dont celle d'un être humain et d'un animal. Les scientifiques pensent que ces images ont entre 450 et 2000 ans. Selon la tribu locale Moave, il y a une image de Mustamo, le créateur de la vie. La figure animale représente un lion de montagne qui lui servait d'aide. La plus grande figure est presque aussi haute que la tour penchée de Pise, 50 mètres. Les créateurs des Intailles ont dû gratter la roche sombre du désert jusqu'à ce que la terre plus claire apparaisse. Il est pratiquement impossible de les remarquer depuis le sol. C'est pourquoi ils n'ont été découverts que dans les années 1930, lorsqu'un pilote qui les survolait a accidentellement regardé vers le bas. La meilleure façon de voir les géants reste encore l'hélicoptère. Le Kazakhstan peut s'enorgueillir d'avoir ses propres lignes de Nazca, un ensemble d'environ 260 travaux de terrassement dans le nord du pays. Les géoglyphes des steppes présentent une grande variété de formes géométriques, notamment des carrés, des croix, des cercles et un motif à 3 branches. Les créateurs de ces images ont utilisé des matériaux tels que de la terre, des roches et du bois pour les construire à partir du sol. C'est un économiste local qui a repéré les géoglyphes pour la première fois en 2007, alors qu'il naviguait sur Google Earth. Les archéologues supposent que les structures remontent à 8000 ans, mais ils ne savent toujours pas qui les a construites ni pourquoi. Selon une théorie, les lignes permettaient de suivre le mouvement du Soleil. La NASA s'est intéressée à cette découverte car les lignes sont beaucoup plus anciennes que celles du Pérou. Elle a pris des photos des géoglyphes de la steppe depuis l'espace pour tenter de percer leur mystère. Un autre élément qui rend ces lignes si particulières est leur taille. L'une des plus grandes a des côtés aussi longs qu'un porte-avions. Les seuls humains qui auraient pu les construire sont les tribus nomades de l'âge de pierre. Mais il est peu probable que celles-ci disposaient d'outils aussi perfectionnés. Si c'était le cas, cela signifierait que les archéologues doivent revoir les capacités de nos lointains ancêtres. Organiser un si grand nombre de personnes pour qu'elles travaillent ensemble sur un projet complexe est une prouesse. Bien que le cheval blanc situé sur une colline verdoyante de l'Oxfordshire, en Angleterre, puisse facilement passer pour de l'art moderne, il s'agit en fait de l'un des géoglyphes les plus anciens. Il a été créé entre l'âge du bronze et l'âge du fer, 1740-210 avant notre ère, et constitue la plus ancienne figure de colline taillée dans la craie en Grande-Bretagne. Celui qui l'a créé a dû enlever le gazon pour révéler la partie blanche et crayeuse du sol. Les scientifiques ne peuvent que deviner la raison pour laquelle cette œuvre d'art a été créée. Il pourrait s'agir d'un symbole de fertilité ou d'un moyen de marquer un territoire. Les images aériennes prouvent que le cheval a changé au fil du temps à cause du sol. Il a fallu plusieurs siècles pour révéler une forme plus grande, semblable à celle d'un cheval, qui se trouve sous ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons tous grandi en croyant que Stonehenge était le plus ancien observatoire du monde, mais désormais, il a une concurrence sérieuse pour ce titre. Nabta Playa a été construit à plus de 3919 km de distance, dans le sud de l'Égypte, et des milliers d'années, 7500 avant notre ère, avant Stonehenge, entre 3000 et 1500 avant notre ère, et même les pyramides de Gizeh, entre 2589 et 2504 avant notre ère. En 1973, un guide bédouin, Eid Marif, est tombé sur un étrange groupe de grandes formations rocheuses en traversant le désert du Sahara. Il a conduit l'archéologue américain Fred Wendorf sur le site situé à environ 96 km du Nil. L'ami et collègue de Wendorf affirme que l'équipe a découvert les pierres en s'arrêtant pour une pause toilette dans le désert. De toute façon, ce qu'ils ont trouvé a changé l'histoire. Au début, Wendorf pensait que les structures en pierre étaient juste des formations naturelles. Mais ensuite, il eut une révélation. Cet endroit était autrefois un lac, ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de roches naturelles ici. Il continua à revenir sur le site pendant des décennies, et au début des années 1990, son équipe découvrit finalement un cercle de pierres qui semblait s'aligner avec les étoiles d'une manière inexplicable. Après 7 longues années à essayer de percer le mystère du site, Wendorf contacta un expert en archéoastronomie. Ils étudient comment les anciens utilisaient les étoiles. Un soir, alors que l'expert était assis dans le sable frais du désert,
Regardant les pierres, il se rendit compte qu'elles formaient un motif irradiant à partir d'un immense tumulus funéraire. Une par une, au fur et à mesure qu'il creusait dans le sédiment, les mégalithes enterrés commençaient à s'aligner comme les rayons d'une roue. L'équipe avait déjà utilisé la datation au radiocarbone pour tester des échantillons provenant de foyers et de toitures en bois de tamaris trouvées à l'intérieur du cercle de pierre. Nabta Playa comptait des dizaines de pierres dressées, toutes hautes de quelques pieds. Certaines d'entre elles s'alignaient exactement avec le lever du soleil lors de jours spéciaux, et d'autres correspondaient avec des étoiles brillantes dans le ciel. À l'intérieur du grand cercle, il y avait 6 pierres spéciales qui ont peut-être été utilisées pour des rituels ou pour marquer des moments importants de l'année. Autour d'elles, 29 pierres dressées pourraient avoir fonctionné comme un calendrier simple pour aider les gens à savoir quand il était temps pour quelque chose d'important, comme le solstice d'été, le jour le plus long de l'année. Lorsque le soleil se levait juste au bon endroit, c'était un signe que la saison des pluies approchait. Le cercle de pierre était autrefois aligné avec les étoiles les plus brillantes du ciel septentrional. Arcturus, Sirius et Alpha du Centaure. Certaines pierres pointaient même vers la constellation d'Orion. En suivant le mouvement d'Arcturus à travers le ciel, ils ont découvert qu'il correspondait parfaitement au cercle autour de 4800 avant notre ère. Cela signifie qu'il s'agit du plus ancien site astronomique jamais découvert, et les habitants de Nabta Playa observaient peut-être les étoiles des milliers d'années avant même l'invention des télescopes. Il semble que cela avait une énorme signification pour les personnes vivant et voyageant à travers le désert. Il y a plus de 1000 ans, la longue, froide et sèche ère glaciaire qui avait duré des dizaines de milliers d'années commençait enfin à s'estomper. L'Afrique du Nord a reçu des pluies et des moussons massives qui ont rempli les lacs saisonniers, Playa. Ainsi, certaines parties du désert se sont transformées en oasis éphémères. Pour les peuples nomades qui parcouraient dans cette terre inhospitalière, ces pluies estivales étaient tout. Leur mode de vie tout entier tournait autour du bétail. Lorsque les archéologues ont ouvert le tombeau central à Nabta Playa, ils ont découvert des ossements de bovins et même un énorme rocher sculpté en forme de vache. Les personnes qui l'ont construit ont utilisé les étoiles pour se guider et trouver des points d'eau cachés comme Nabta Playa, qui contenait probablement de l'eau pendant environ 4 mois par an, à partir des moussons d'été. Mais il n'y avait pas d'étoiles polaires à l'époque. Ils se sont donc plutôt orientés en utilisant les étoiles brillantes et la façon dont le ciel semblait tourner en cercle au-dessus d'eux. Lorsque les lacs étaient au plein, les pierres debout étaient en partie submergées. Et depuis la rive ouest, vous pouviez voir le reflet des étoiles sur l'eau sombre. Nabta Playa est bien moins célèbre que Stonehenge, peut-être parce que ces pierres étaient enterrées, alors que le célèbre site en Angleterre était accessible aux visiteurs depuis des milliers d'années. Malheureusement, lorsque Nabta Playa est devenu célèbre, certains touristes ont endommagé des parties en déplaçant des pierres, ce qui a perturbé les alignements stellaires anciens. Pour le protéger, les autorités ont déplacé l'ensemble vers un musée, où les gens peuvent voir les pierres et la statue de vache sculptée sans les endommager. L'observatoire égyptien n'est pas la seule construction semblable à Stonehenge. Il existe des versions qui ont été utilisées à des fins différentes. De l'Allemagne, anneau de Pemelt, et la France, alignement de Karnak, aux États-Unis, Stonehenge d'Amérique dans le New Hampshire et aux Andes dans le nord du Pérou. Ce dernier est en fait l'une des plus anciennes grandes structures jamais construites dans cette région. La place circulaire est constituée de 2 immenses murs de pierre disposés en anneaux. Elle était probablement utilisée pour des cérémonies et des rassemblements. Les scientifiques ont effectué une datation au carbone et ont estimé son âge à environ 4750 ans, ce qui signifie qu'elle a été construite avant les grandes pyramides d'Égypte et Stonehenge. La place comportait 2 entrées et une couche spéciale d'argile, de terre, de gravier et de charbon de bois en dessous. Elle a été soigneusement planifiée et construite. Les archéologues ont également trouvé des pièces en céramique, des cristaux de quartz et des pierres précieuses sur le site, ce qui montre qu'il s'agissait certainement d'un lieu spécial. Des gens l'ont visité pendant des siècles, mais à un moment donné, vers 500-200 avant Jésus-Christ, il a été fermé, probablement en raison de l'évolution des croyances et des traditions. La découverte la plus récente, février 2025, est celle des vestiges d'un grand cercle de bois datant approximativement de la même époque et ayant des parallèles avec Stonehenge, tout en haut au Danemark. Cette structure en plein air faisait probablement partie d'une zone spéciale où les peuples préhistoriques du néolithique final et de l'âge du bronze ancien
nos 1600 à 1600 avant l'ère commune, se rassemblaient pour des rituels et des cérémonies. Le cercle était composé de 45 gigantesques poteaux en bois, formant un énorme anneau d'environ 30 mètres de large. Le bois a disparu maintenant, mais les scientifiques pensent que de hauts bois se dressaient autrefois dans les trous et créaient une impressionnante henge de bois. Personne ne sait exactement à quoi ces cercles étaient utilisés, mais les archéologues ont trouvé des ossements d'animaux et des restes de nourriture sur des sites similaires. Donc les gens se rassemblaient probablement là pour des festins et des rituels. En 2024, des scientifiques ont découvert 2 cercles de pierres anciens datant de la période néolithique dans le parc national de Dartmoor, en Angleterre. Certains archéologues pensent qu'ils pourraient former un arc sacré. Beaucoup des structures de pierre de Dartmoor ont été construites en forme courbée sur les hauteurs au centre de la zone. Il y a longtemps, Dartmoor était couvert de forêts, donc les gens ont peut-être utilisé ces hauteurs comme repères importants. Un des nouveaux cercles découverts s'intègre à l'intérieur de cet arc, mais l'autre est à l'extérieur, au nord. Cela aurait pu être un point d'entrée dans l'arc. Il y a également une levée de terre près des pierres, qui ressemble à d'autres sites néolithiques célèbres, comme le cercle de Brodgar en Écosse et Stonehenge lui-même. Cela signifie que les personnes qui ont construit ces cercles ont peut-être visité Stonehenge ou en ont été inspirées. Des archéologues à Oman ont découvert d'anciens monuments en pierre appelés trilithes, qui ont reçu le surnom de Stonehenge arabe. Ils ont été achevés il y a environ 2000 ans. Mais personne ne sait avec certitude qui les a construits ni pourquoi. Les scientifiques ont également trouvé des haches en pierre extrêmement anciennes, âgées de 3000 à 1,3 million d'années, datant de l'époque où les premiers humains ont quitté l'Afrique. Sur un autre site, Nafun, au centre d'Oman, des archéologues ont découvert une tombe néolithique datant d'environ 5000 à 4600 avant notre ère. Il y a 2 chambres contenant les ossements de dizaines de personnes sous une gigantesque structure mégalithique. À proximité, ils ont également découvert des gravures rupestres réalisées par des personnes qui ont vécu dans la région de 5000 avant notre ère à 1000 de notre ère. Et puis, il y a un autre sosie de Stonehenge, cette fois en Arabie Saoudite, qui a été utilisé comme complexe d'appartements il y a des milliers d'années. Des archéologues ont découvert un total de 345 cercles de pierre, en examinant des photos aériennes d'un champ de lave. Chaque cercle mesure entre 4 et 8 mètres de large et possède au moins une grande pierre dressée au centre. Ces structures conservent encore des vestiges de murs de pierre et de portes. Les cercles de pierre comme Stonehenge sont souvent associés à des cérémonies et des rituels. Mais les scientifiques disent que de nombreuses maisons anciennes étaient en réalité construites en forme ronde et que les maisons rectangulaires ne sont devenues courantes que bien plus tard dans l'histoire. En février 1961, 3 passionnés de géologie aventureux exploraient dans les environs d'Olancha, en Californie, à la recherche de géodes. Parmi leurs découvertes, l'une d'elles semblait particulièrement intrigante, et ils décidèrent de l'étudier de plus près une fois rentrés chez eux. En coupant la matrice rocheuse, ils découvrirent à l'intérieur un objet inattendu. Au lieu des formations minérales habituelles, se trouvait un cylindre semblant fait de porcelaine. Ce cylindre abritait une structure métallique en son centre, entourée d'une gaine hexagonale composée de cuivre et d'une substance inconnue. Les découvreurs espéraient avoir mis la main sur une technologie ancienne, peut-être vieille de 500 000 ans. Ils pensaient que ce pourrait être la preuve de l'existence d'une civilisation avancée disparue, comme l'Atlantide, ou même de voyages temporels. Peut-être quelqu'un venu du futur avait-il accidentellement laissé cet objet derrière lui, ou peut-être des extraterrestres intelligents l'avaient-ils apporté lors de leur visite sur Terre. Si l'une de ces hypothèses s'avérait juste, cela signifierait une réécriture complète de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Mais tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Les gens en quête de vérité et les cercles d'archéologie alternative se seront penchés sur le mystère de l'artefact de Kozo jusqu'à la fin des années 90, élaborant diverses théories et engageant de nombreux débats. Finalement, un groupe de sceptiques effectua des radiographies et prit des photos de l'objet qu'ils présentèrent à des collectionneurs de bougies d'allumage. Ils identifièrent l'artefact comme étant effectivement une bougie d'allumage, aux composants métalliques corrodés, datant des années 1920 et non une technologie ancienne. Près de 20 ans plus tard, l'un des découvreurs accepta de faire examiner l'objet à l'université de Washington. Les chercheurs établirent officiellement qu'il s'agissait d'une bougie d'allumage champion des années 1920.
De plus, la matrice rocheuse contenant l'artefact n'était pas une géode, mais une concrétion, une formation naturelle pouvant se constituer en quelques décennies, mais certainement pas sur des millénaires. L'artefact de Kozo est un exemple typique d'objet manufacturé incongru, un concept existant en pseudo-archéologie. Il s'agit d'artefacts rattachés à des endroits ou des époques où ils ne devraient, logiquement, pas se trouver. Ceux-ci semblent trop avancés pour la période où ils sont découverts, suggérant parfois une présence humaine là où elle n'était pas censée exister. La pile électrique de Bagdad constitue un autre exemple frappant de ce type d'artefact. Découverte dans les années 30 par un archéologue allemand, elle se compose d'un pot en argile, d'un cylindre en cuivre et d'une tige de fer traversant le couvercle du pot. Le sommet, bien qu'endommagé, avait probablement été scellé avec de l'asphalte. Son découvreur remarqua qu'elle contenait deux métaux différents et potentiellement un électrolyte, les éléments clés d'une batterie. Bien qu'aucun texte ancien ne corrobore cette hypothèse, les tests scientifiques effectués en la remplissant d'une solution ionique, comme du vinaigre ou du vin, démontrèrent qu'elle pouvait effectivement conduire de l'électricité. Si cette batterie datait réellement de 2000 ans, elle aurait pu être utilisée dans des pratiques médicales anciennes ou même intégrée dans des statues pour créer l'impression d'une vibration destinée à impressionner les visiteurs. Wilhelm Koenig, son découvreur, pensait qu'elle servait à la galvanoplastie, un procédé de revêtement des métaux. Même si elle fonctionnait comme une batterie, la pile de Bagdad ne pouvait produire qu'une infime quantité d'énergie, soit environ 1 volt. Certains pensent donc qu'elle servait plutôt de conteneur pour des rouleaux sacrés. Dans les années 30, un couple fit une découverte étrange lors d'une promenade le long de Red Creek à London, au Texas. Il s'agissait d'un morceau de bois dépassant d'une formation rocheuse apparemment ancienne. Une décennie plus tard, leur fils, intrigué par ce mystère, décida de briser la roche et découvrit à l'intérieur un marteau à l'aspect étonnamment moderne. Cette découverte retint l'attention de Carl Baugh, un créationniste jeune terre, qui prétendait que la roche entourant le marteau datait de la période du Crétacé. Il y voyait une preuve contredisant la théorie de l'évolution. Toutefois, des investigations scientifiques démontrèrent que la roche n'était pas aussi ancienne qu'il n'y paraissait. Les processus géologiques successifs avaient simplement enrobé ce marteau moderne au fil du temps. Ainsi, il ne s'agissait pas d'une preuve de la coexistence pierre à feu avec les dinosaures, comme certains l'espéraient, mais simplement d'un mineur ayant laissé tomber son marteau il y a des siècles, et de la nature ayant fait son œuvre. Un archéologue chinois aurait découvert des grottes semblant avoir servi de sépulture à de petits êtres aux grandes têtes ovales. À côté de leurs dépouilles, des peintures rupestres représentaient des figures portant des casques ronds, ainsi que le soleil, la lune, la terre et les étoiles, connectés par des groupes de petits points. On découvrit également plus de 700 disques de pierre mystérieux gravés de sillons en spirale. Les choses prirent une tournure encore plus étrange lorsque ces disques furent envoyés à un professeur chinois, qui affirma que ces sillons étaient en réalité des caractères écrits. Selon son interprétation, les disques racontèrent l'histoire des Dropa, venus d'une autre planète et dont le vaisseau spatial s'était écrasé sur Terre il y a environ 12 000 ans. Ces visiteurs auraient tenté de vivre parmi les humains jusqu'à ce qu'ils soient traqués par les locaux. Cependant, aucune preuve concrète ne corrobore cette histoire. Elle fut publiée pour la première fois dans les années 60 à travers quelques articles, mais elle semblait douteuse. Aucune des personnes impliquées, l'archéologue, le professeur, ou même l'université pour laquelle ils étaient censés travailler, ne semblait avoir laissé de traces dans les archives. Et bien qu'il existe un peuple au Tibet portant le nom de Dropka, ils sont entièrement humains, et non des visiteurs extraterrestres. De plus, il n'y a aucune preuve tangible de l'existence des pierres de Dropa. Dans une région reculée de Chine, se trouvent des formations étranges en forme de tube, connues sous le nom de tuyaux de Begong. Un explorateur local les découvrit en 1996, émergeant du mont Begong et le long des rives du lac Tozon-U, à proximité. Certains pensaient qu'ils étaient l'œuvre d'anciens visiteurs extraterrestres. Lorsque des échantillons des tuyaux furent analysés, ils contenaient principalement des minéraux courants, mais un mystérieux 8% de matière inconnue. Des tests révélèrent que ces tuyaux existaient avant l'apparition de l'homme. Des géologues chinois visitèrent le site et suggérèrent que ces tuyaux s'étaient formés naturellement au fil du temps. Il pourrait s'agir de sédiments s'accumulant dans les fissures de la terre ou même des racines d'arbres fossilisés,
témoignant du passé luxuriant de la région. Mais tout cela reste incertain. Au Mexique, il existe une mystérieuse tête en terre cuite et au nom difficile à prononcer, la tête de Tecaxtla-Calixtlahuaca, découverte dans les années 30 lors de la fouille d'une sépulture. Cette tête ressemblait étrangement aux statues romaines de la période classique, rendant intrigante sa présence au Mexique. Et pour une raison quelconque, son découvreur la garda secrète pendant plusieurs décennies. La tête avait été trouvée dans une pyramide à 3 étages, à environ 60 km de Mexico, accompagnée d'objets d'or, de cuivre et de poterie. Certains avancent que si cette tête est réellement vieille de plusieurs siècles, cela pourrait indiquer que les Romains ou une autre civilisation auraient atteint la Mésoamérique bien avant Christophe Colomb. Il existe également des théories suggérant un naufrage après lequel quelques artefacts et survivants auraient atteint la côte. Certaines hypothèses avancent que la tête de cette figurine aurait été un petit souvenir rapporté par les Vikings. Cependant, il n'existe aucune preuve archéologique d'une rencontre entre les Vikings et les peuples mésoaméricains. Bien que quelques artefacts circulent, aucun n'a été identifié comme une preuve indéniable de contact précolombien. Ainsi, le mystère de l'origine de cette tête demeure irrésolu. En creusant une tranchée le long d'une rivière en Roumanie, des ouvriers découvrirent un objet en forme de cale, désormais célèbre sous le nom de cale en aluminium d'Ayoud ou coin d'Ayoud. À côté se trouvaient des os de mastodontes, ces ancêtres des éléphants qui vivaient il y a 11 000 ans, suggérant que la cale pourrait être du même âge. Ce qui est intéressant, c'est que ce coin est fait d'aluminium, un métal qui n'a été découvert qu'au XIXe siècle. La production d'aluminium nécessite une chaleur intense. De plus, la cale est recouverte d'une épaisse couche d'oxyde, indiquant qu'elle est là depuis des centaines d'années. Certains pensent qu'elle aurait pu tomber d'un vaisseau spatial venu d'une autre planète. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'une supercherie, tandis que d'autres supposent qu'il pourrait s'agir d'un objet fabriqué par l'homme pour un usage inconnu. La structure de Richat est une formation gigantesque au milieu du Sahara et qui ressemble à s'y méprendre à une vaste cible de fléchettes. Elle est si grande que l'on peut la voir de l'espace. Même la CIA s'y est intéressée à elle. En 1965, ils avaient prévu de la survoler, à la recherche d'anomalies géomagnétiques. Les résultats sont toujours classifiés aujourd'hui. Peut-être que les rumeurs sont vraies, et que cet endroit est vraiment la cité perdue de l'Atlantide. On suppose que l'Atlantide aurait coulé sous les vagues. Mais de récentes découvertes nous orientent dans une direction différente. C'est une histoire ancienne qui remonte très loin dans le temps, et Platon a été le premier à la mentionner. Le lieu avait une végétation luxuriante et une structure singulière. 3 cercles concentriques de terre entourant 2 cercles d'eau. 2 citations clés des écrits de Platon suggèrent que l'Atlantide n'aurait peut-être pas été une île ordinaire au milieu de l'océan. De plus, l'Atlantide aurait subi une influence majeure de l'Afrique et de l'Europe, ce qui remet en question l'idée qu'elle ait pu se trouver dans l'Atlantique. Il s'avère que l'œil du Sahara et l'Atlantide se ressemblent. Lorsque les astronautes ont vu l'œil du Sahara depuis l'espace, ils ont d'abord soupçonné qu'il s'agissait du cratère d'impact d'une météorite. Mais les anneaux de la structure correspondent à la disposition décrite pour l'Atlantide. Plus important encore, le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il s'est transformé d'une région tropicale en un désert aride, il y a environ 11 000 ans. Les chercheurs ont retrouvé des traces d'un immense fleuve, le Tamanrasset, qui aurait pu abreuver toute une communauté. Celui-ci s'écoulait vers la structure de Richat, pareillement à la description de Platon. La voie maritime transsaharienne traversait le Sahara il y a 50 à 100 millions d'années, et l'on prétend que la mer aurait détruit l'Atlantide il y a environ 11 500 ans, probablement en raison d'une montée rapide du niveau de la mer causée par la fin de l'ère glaciaire. L'imagerie satellite de la NASA montre des motifs qui concordent avec cette théorie. Ces cercles concentriques pourraient être la clé permettant de dévoiler les secrets de l'évolution de notre planète au cours de millions d'années. Ils ont été façonnés par l'érosion de plusieurs couches de roches résistantes, créant un motif étrange fait de crêtes et de ravins. Le pic principal se dresse fièrement à 400 mètres de haut. La partie centrale a subi une transformation significative due à l'érosion, développant une structure circulaire avec un pic élevé. Contrairement au cratère d'impact, l'œil du Sahara présente une symétrie et un équilibre frappant.
Certains affirment que cela résulterait du soulèvement des roches, sculptées par le vent et l'eau. D'autres pensent qu'il s'agirait d'un ancien anticlinal, érodé jusqu'à révéler cette forme concentrique. Ensuite, il y a la théorie du dôme de sel, suggérant que c'est la flottabilité du sel qui aurait sculpté cette merveille. Les techniques de datation ont prouvé qu'elle s'était formée il y a 252 à 541 millions d'années, à plus ou moins 1 million d'années près. D'anciens artefacts sont éparpillés autour des anneaux extérieurs de la structure, près du lit du fleuve asséché. Certains outils en pierre plus anciens ont également été retrouvés dans la même zone. Et pourtant, même si quelques pointes de lance de l'ère néolithique y ont été trouvées, il n'y a pas beaucoup de signes que des gens y aient vécu à l'époque. La région semble avoir été exploitée pour des activités à court terme comme la chasse ou la fabrication d'outils. Il existe d'autres mystères surnaturels qui parsèment notre monde. L'une de ces énigmes se trouve en Norvège. Le sinistre phénomène des lumières d'Esdalen, également connu sous le nom de vallée des lumières, laisse les scientifiques perplexes. Cette vallée a une largeur de 15 km. Elle est assez reculée, mais une étrange boîte bleue se trouve en haut de la colline, équipée de caméras qui scrutent le vallon en contrebas. L'inquiétante saga a commencé dans les années 80, lorsque le ciel nocturne au-dessus de Esdalen s'est paré de boules de feu incandescentes, un spectacle récurrent qui a fait frémir tous ceux qui l'ont vu. Ce n'était pas un phénomène éphémère. Bien au contraire, il s'est reproduit très régulièrement. Terrifiés, les habitants ont signalé des contacts avec ces phénomènes lumineux inexpliqués, dont certains se seraient produits près de leur maison. La peur s'est propagée comme une traînée de poudre. À son apogée, on comptait environ 20 apparitions chaque semaine. Le phénomène a fait son chemin dans les journaux, les magazines et les médias du monde entier. Bien vite, les gens ont afflué dans la vallée, espérant voir ces lumières par eux-mêmes. En 1984, des experts se sont joints à la cohue, armés d'instruments sophistiqués comme des magnétomètres, des radiomètres et bien d'autres trucomètres. Ce qu'ils ont observé était sidérant. Ces lumières défiaient toute explication. Certaines se déplaçaient à un rythme tranquille, tandis que d'autres traversèrent le ciel à une vitesse fulgurante de 30 000 km/h. Les gens ont bien essayé de les expliquer. Avions, reflets lointains, foudres en boule, satellites, planètes, météores. Mais la vitesse et la façon dont ces lumières dansaient éclipsaient toutes ces théories. Nous nous approchons lentement d'un autre lieu mystérieux. C'est le plus grand lac subglaciaire parmi les 675 lacs connus d'Antarctique. Il pourrait facilement abriter des formes de vie inconnues. Ce lac se trouve sous l'Inland 6, Est-Antarctique. Si vous plongez à environ 4 km sous la glace, vous y verrez le lac Vostok, situé à 200 mètres sous le niveau de la mer. Ce lac est long de 2 cents, 50 km, et large de 50 km, à son point le plus étendu. Avec une profondeur moyenne de 430 mètres, c'est aussi le 6e plus grand lac du monde en termes de volume. Il ressemble à une cité sous-marine, avec de hauts piliers et de profonds bassins. Ce lac secret a été découvert en 1993. Pourtant, il attendait d'être découvert depuis plus de 2000 ans, conservant tous ses secrets. En 2012, les scientifiques ont foré la glace, prélevant la plus longue carotte de glace de toute l'histoire. Ils ont traversé la calotte gelée jusqu'à la surface du lac. L'année 2013 a apporté un rebondissement inattendu, lorsque ces eaux tranquilles ont surgi lors de l'extraction d'une carotte de glace, se mêlant au fluide de forage. Puis, ils ont enfin obtenu un échantillon d'eau pure en 2015. Certains pensent qu'il pourrait se trouver des formes de vie inconnues par là-bas, car c'est une réserve d'eau fossile qui n'a pas été touchée depuis des millions d'années. Cela pourrait beaucoup ressembler à ces océans recouverts de glace que l'on soupçonne d'exister sur des lunes comme Europe et Encelade. Tout a commencé avec une théorie du 19e siècle, suggérant que de l'eau douce serait cachée sous les calottes glaciaires de l'Antarctique. Ensuite, en 1959, des levées sismiques ont laissé entreapercevoir l'existence d'un lac sous-glaciaire. Et dans les années 90, les données satellites ont confirmé l'existence du lac Vostok. Il n'est d'ailleurs pas seul. En 2005, on a découvert une île au milieu du lac. Ensuite, 2 lacs plus petits se sont joints à la fête. On soupçonne qu'un réseau secret de rivières sous-glaciaires aurait pu connecter ces lacs.
Très loin de l'Antarctique, au Venezuela, la foudre de Catatumbo offre un stupéfiant spectacle lumineux à la confluence du fleuve Catatumbo et du lac Maracaibo. Cet inquiétant phénomène électrique se produit environ 140 à 160 nuits par an durant 10 heures par jour et peut libérer jusqu'à 280 éclairs en une seule heure. La fréquence de ce spectacle de foudre change avec les saisons et d'année en année. Il a connu une pause de janvier à mars 2010, ce qui a suscité l'inquiétude qu'il pourrait disparaître à jamais. Au coucher du soleil, les vents de l'Est commencent à gagner en intensité. Ce vent fort est appelé un jet nocturne à basse altitude, comme ce que l'on peut observer dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Ces vents apportent de l'humidité, principalement des Caraïbes et du lac en lui-même. Cet air humide rencontre les hauts sommets de la cordillère, entraînant la création d'orages sur les montagnes. Grâce à la constance de ces vents, d'autres orages apparaissent au fur et à mesure que la nuit avance. Ce schéma se répète. C'est pourquoi cette région a le taux annuel d'éclairs le plus élevé au monde. Le prochain endroit que les scientifiques sont incapables d'expliquer se trouve en Chine. Il s'agit des grottes de Longjiu. Elles présentent des voûtes hautes et inclinées et de robustes piliers. L'endroit est resté caché pendant des siècles. Ces cavernes, créées par l'homme, creusées il y a environ 2000 ans, n'ont décidé de se révéler que dans les années 90. Des agriculteurs locaux ont drainé les étangs et révélé 5 cavernes massives. Des fouilles supplémentaires ont exposé 19 autres grottes plus petites. Elles allaient de 20 à 35 mètres de large pour 10 à 20 mètres de hauteur. Des archéologues y ont retrouvé des reliques anciennes datant du règne de l'empereur Han Xuandi, remontant à plus de 2000 ans. Comment ces grottes ont-elles survécu pendant plus de 2 millénaires sans s'effondrer? Aucune trace écrite n'explique la manière dont elles ont été conçues. Les murs présentent des marques de bourrines, laissant supposer une activité de sculpture couche après couche. Mais le processus exact de construction demeure un casse-tête. Nous sommes en 1898 et tu participes à des fouilles à Saqqara. Cet endroit, situé non loin du Caire, regorge de tombes anciennes et de pyramides. En bon aventurier, tu espères trouver quelque chose de vraiment cool et devenir célèbre. De l'or, des manuscrits, des cartes au trésor, des momies de pharaons. Mais tu trouves un oiseau en bois. Tu es très déçu. Ça ressemble à un simple jouet. Un jouet ancien, mais un jouet tout de même. Tu es alors loin de te douter que, dans quelques années, quelqu'un affirmera qu'il s'agit en fait d'un ancien monoplan. Cet objet, surnommé l'oiseau de Saqqara, est en bois de sycomore. Il a une envergure d'à peine 18 cm et pèse environ 40 grammes. Un beau souvenir de ton voyage en Égypte, à mon avis. Il a plus de 2000 ans et est assez simple, sans plumes gravées ni aucune autre décoration. Il a cependant un bec et des yeux, ce qui le fait un peu ressembler à un faucon, l'emblème du dieu Horus. Sa queue a quelque chose d'inhabituel, elle est carrée, étrangement droite, et on dirait qu'une pièce aujourd'hui manquante venait autrefois la compléter. Nous adorons résoudre les mystères, du coup, plusieurs théories ont été avancées au sujet de cet oiseau. La première, toute simple, est qu'il s'agissait d'un objet cérémoniel. La deuxième idée est qu'il s'agissait du jouet d'un enfant né dans une famille aisée. Il pourrait s'agir d'une sorte de boomerang, très populaire dans l'Égypte ancienne. Enfin, selon une autre théorie, l'oiseau aurait été utilisé comme girouette. Mais cette théorie n'a pas été retenue, car la figurine ne présente aucun trou ou marquage, à l'exception de celui qui a été fait au musée du Caire pour la fixer sur son socle. Il n'y avait donc jadis aucun moyen de l'accrocher. Près d'un siècle après la découverte de l'oiseau, l'égyptologue Khalil Messia a proposé une nouvelle théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un modèle de monoplan. Selon lui, il manquait à l'oiseau un empennage horizontal. Par ailleurs, ses ailes étaient placées à angle droit, comme celles des avions modernes. Cela aurait pu servir à générer la portance aérodynamique nécessaire au vol. Le docteur Messia a également affirmé qu'il était courant à l'époque de placer des modèles miniatures d'inventions technologiques dans les tombes. Les anciens Égyptiens ont-ils vraiment inventé l'avion en 200 avant notre ère? Cela aurait beaucoup contrarié les frères Wright, que l'on considère comme les inventeurs de l'aviation.
Ils n'ont effectué leur premier vol qu'en 1903. Afin de nous en assurer, il nous faudrait tester le modèle. Mais le musée égyptien ne laisserait probablement personne lancer en l'air cette précieuse pièce de collection. C'est pourquoi le concepteur de planeur, Martin Grégory, a construit un modèle similaire, cette fois en balsa, et a pu conclure que même avec un empennage horizontal, cet avion n'était pas très performant. Affaire résolue. Et non. Une chaîne de télévision n'a pas trouvé cela convaincant et a donc invité un expert en aérodynamique à construire une autre réplique de notre oiseau. Il l'a testé dans des conditions similaires à celles de l'Égypte ancienne, et a été impressionné par ses capacités. Ainsi, si le prototype d'un avion a bien été inventé à l'époque des pharaons, il s'agirait d'un opart, ou objet manufacturé incongru, en français. Soit un objet anachronique, en avance sur son temps en termes de technologie ou d'histoire. Et l'oiseau de Saqqara n'est pas le seul exemple d'une telle chose. En 1901, un groupe de plongeurs a découvert la machine d'Anticythère dans une épave sous-marine près de l'île grecque du même nom. On l'a surnommée le premier ordinateur analogique du monde. Et on pense qu'elle date d'environ 100 ans avant notre ère. Le mécanisme en bronze pouvait indiquer la position du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles, ainsi que les phases lunaires, les dates des prochaines éclipses solaires, et même la vitesse à laquelle la Lune se déplace dans le ciel. Personne ne sait exactement qui l'a utilisé, ni comment ou où il a été fabriqué. Mais il est évident qu'il était extrêmement précis et bien trop avancé pour son époque. Les premières toilettes à chasse d'eau ont-elles été inventées au XXe siècle? Et non. Les Minoens de Crète et la civilisation de la vallée de l'Indus ont mis au point cette super invention à peu près à la même époque, il y a environ 4000 ans. Leur modèle de plomberie était si bien conçu qu'il a fallu attendre 2000 ans avant de voir apparaître quelque chose d'aussi performant. Une ancienne toilette minoenne a été découverte dans le palais de Knossos. Elle était équipée d'un siège de bois placé juste au-dessus d'un tunnel qui conduisait l'eau d'un réservoir vers un égout souterrain. D'autres toilettes nécessitaient un apport d'eau à l'aide de cruches. Seuls les riches pouvaient s'offrir un tel luxe. À l'époque, si tu possédais un bien immobilier, les toilettes chasse d'eau étaient le signe de ton appartenance aux plus hautes sphères. Les portes automatisées étaient une chose nouvelle en 1931. Mais la technologie qu'elles utilisent est en fait beaucoup plus ancienne. Elle date du 1er siècle de notre ère. Le mathématicien et ingénieur Héron d'Alexandrie imagina à cette époque un système capable d'ouvrir et de fermer les portes. Pour faire fonctionner son invention, il fallait allumer un feu. Un pot en laiton était placé sous le feu, à moitié rempli d'eau. Le pot était ensuite relié à des récipients qui servirent de poids. Grâce à la chaleur, l'eau se déplaçait dans les récipients qui descendaient et tiraient sur les cordes. Rien à voir avec une porte de supermarché qui s'ouvre et se ferme grâce à l'électricité. La porte de Héron mettait des heures à s'ouvrir, et il n'y avait aucun moyen d'arrêter le processus. C'est pourquoi on n'ouvrait les portes qu'une fois par jour, avant que les gens n'entrent dans les temples. Cela ajoutait un peu de mystère aux cérémonies. Incroyable. Il semblerait que la toute première batterie ait été inventée à Bagdad, il y a environ 2000 ans. Un archéologue allemand a découvert une jarre d'argile de forme ovale en 1938. Les scientifiques ne savent toujours pas à quoi elle servait ni qui l'a inventée. Selon une théorie, elle aurait été utilisée pour galvaniser des objets avec des métaux précieux. Lorsqu'elle était remplie d'un acide faible, comme du vinaigre, la batterie produisait environ 1 volt. Selon une autre théorie, il s'agirait d'un récipient destiné à recevoir des rouleaux sacrés. Que dirais-tu de lentilles de contact conçues par Léonard de Vinci? En 1508, il inventa une lentille de verre munie d'un petit entonnoir. Il n'y avait qu'à verser de l'eau à l'intérieur, et cela améliorait la vision. Mais ce n'était pas super pratique. 100 ans plus tard, René Descartes décida d'améliorer cette idée. On dit lentilles de contact, parce qu'elles sont censées entrer en contact avec les yeux, tu vois?
Ce tube de verre rempli de liquide permettait une meilleure vision. Mais il était hélas impossible de cligner des yeux. 2 siècles et demi plus tard. La technologie du verre permit aux scientifiques de concevoir des lentilles qui s'inséraient dans l'œil et permettaient même à leurs porteurs de cligner des yeux. Une belle invention. Toutefois, ces lentilles étaient fabriquées en verre soufflé et l'œil ne pouvait pas respirer. Une 50aine d'années plus tard, les concepteurs adoptèrent le plastique, plus léger, incassable et résistant aux rayures, même si les lentilles couvraient encore l'œil entièrement. Ce n'est qu'en 1948 qu'un certain Kevin Tuohy ponça une lentille en plastique et se rendit compte qu'elle restait en place même en ne couvrant que la cornée. Imagine-toi vivre dans le Londres du 19e siècle et avoir besoin d'envoyer un message à New York. Cela prenait alors une dizaine de jours. Du coup, lorsqu'en 1858 les délais passèrent de quelques jours à quelques heures, ce fut une véritable révolution. Le premier message fut envoyé par la reine Victoria elle-même, grâce à un câble télégraphique transatlantique qui passait sous l'océan. Hélas, cette invention ne survécut que quelques semaines. Et il fallut attendre des années pour qu'on puisse à nouveau s'en servir. Et maintenant, nous nous trouvons il y a environ 5000 ans. Laisse-moi t'emmener dans l'Égypte antique, on est en 2550 avant Jésus-Christ. Devine quoi, la construction des grandes pyramides de Gizeh a commencé. Les gens ont appris à construire des cathédrales et des gratte-ciels, mais ce n'est que récemment que ces énormes bâtiments sont apparus. Même les scientifiques modernes ne savent toujours pas comment ces pyramides ont été construites il y a 5000 ans. Il n'est donc pas étonnant qu'elles fassent partie des 7 merveilles du monde antique. D'ailleurs, elles sont aussi les plus anciennes d'entre elles, et la seule merveille du monde antique qui existe encore au XXIe siècle. Il a fallu beaucoup de coopération pour construire une chose aussi massive, même pour les mesures d'aujourd'hui. Mais les pyramides de Gizeh n'étaient pas les premières de l'histoire. La première, appelée la pyramide à degrés, a été construite environ 80 ans avant la première pyramide de Gizeh, en 2630 avant Jésus-Christ, pour le roi Djoser. Elle n'était pas censée être extraordinaire, mais elle a fini par être très impressionnante. Il s'agissait d'une pyramide composée de 6 couches de pierre en escalier. Elle mesurait 62 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 19 étages. Et c'était le plus haut bâtiment qui existe à l'époque. Mais ce n'était pas qu'une simple pyramide. Elle était entourée de tout un ensemble de bâtiments, y compris des cours intérieures. Dans l'Égypte antique, les gens croyaient à la vie après la mort. Alors tout le monde, surtout les rois, voulait s'assurer qu'ils avaient tout ce dont ils auraient besoin pour s'y préparer. Voici pourquoi le complexe des pyramides était parfaitement fourni avec de nombreux objets que les gens utilisaient au quotidien. Le complexe comprenait une pyramide et une sorte de palais. Ces bâtiments contenaient de nombreuses choses que le roi aimait et dont il pourrait avoir besoin un jour, comme des meubles, de la nourriture et des récipients en or. Après Djoser, la construction de pyramides est devenue une pratique courante, mais de nombreuses pyramides n'étaient pas terminées. Il fallait généralement une vingtaine d'années pour en construire une, mais de nombreux souverains régnaient bien moins longtemps que cela. Et, en tout, il y a plus de 100 pyramides. Les pyramides les plus célèbres sont les grandes pyramides de Gizeh. La première, et la plus grande, a été construite pour le pharaon Khufu vers 2550 avant Jésus-Christ. À l'époque, elle mesurait 147 mètres de haut, ce qui est aussi haut qu'un immeuble de 40 étages. La deuxième pyramide a été construite pour le fils de Khufu, le pharaon Khafré, vers 2520 avant Jésus-Christ. Elle est un peu plus basse et mesurait à l'origine 143 mètres de haut, soit un immeuble de 39 étages. C'est la pyramide où se trouve la célèbre statue du Sphinx. Les Sphinx ont un corps de lion et une tête d'homme. On les construisait pour garder des zones importantes. Celui-ci a la tête du pharaon Khafré et garde sa pyramide faisant face au lever du soleil. Le Sphinx est la statue la plus connue et l'une des plus grandes et des plus anciennes du monde. À l'origine, il était de couleur rouge et avait un nez. Il est encore possible de voir les traces de pigments rouges près de ses oreilles, mais personne ne sait exactement quand son nez a disparu. Pendant un certain temps, le Sphinx a été en quelque sorte caché sous terre. Il était recouvert de sable jusqu'aux épaules. Heureusement, au début des années 1800, un aventurier, accompagné d'une équipe de 160 personnes, l'a déterré. La troisième pyramide de Gizeh est la plus petite. Elle est 2 fois plus basse. À l'origine, elle mesurait 66 mètres de haut, soit environ la hauteur d'un immeuble de 20 étages. Elle a été construite en 2490 avant Jésus-Christ pour le fils de Khafra, Menkaure.
Les pyramides ont été conçues pour être alignées avec les points cardinaux, et leurs côtés symbolisent les rayons du soleil. Mais à l'époque, il n'y avait pas de boussole. Les Égyptiens de l'Antiquité calculaient eux-mêmes les directions avec une précision étonnante. Pour aligner les pyramides, ils ont utilisé 2 constellations. À l'origine, les pyramides étaient recouvertes de calcaire blanc lisse et avaient un sommet doré et argenté pour refléter le soleil. Plus tard, d'autres rois ont pris le calcaire blanc des pyramides et l'ont utilisé pour d'autres constructions. Les scientifiques ont estimé que les Égyptiens de cette époque ont utilisé environ 2,3 millions de blocs de pierre pour construire la première pyramide. Chaque bloc pesait plus d'1 tonne, c'est le poids d'un rhinocéros. Certains blocs étaient encore plus gros, étant presque aussi lourds qu'un éléphant. Il y a 4 millénaires et demi, il n'y avait aucun équipement moderne pour aider à la construction. Il n'y avait pas de machines, pas de roues et même pas d'acier. Le seul métal dont ils disposaient était le cuivre. Aujourd'hui encore, les scientifiques ne savent pas exactement comment les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides. Il ne reste aucun document qui pourrait nous éclairer à ce sujet. Certains pensent même que les Égyptiens voulaient garder le secret et qu'ils n'ont pas laissé d'archives à cet effet. Beaucoup croient que ce sont des gens pauvres et des étrangers qui ont construit les pyramides, mais ce n'est pas vrai. En fait, les bâtisseurs étaient des ouvriers très qualifiés et ils étaient bien nourris et bien payés. Les archéologues affirment que les bâtisseurs vivaient dans une ville provisoire à proximité et constituaient une communauté très organisée avec un chef bien déterminé. Les scientifiques affirment qu'environ 20 000 personnes ont travaillé sur chaque complexe de pyramides et qu'il a fallu environ 20 ans pour les construire. Il s'agissait probablement d'un projet national. Les ressources du site de construction étaient importantes et la nourriture et les produits de première nécessité devaient provenir de toutes les régions d'Égypte. Même avec tout ce soutien, on ne sait toujours pas comment les gens ont réussi à tailler, transporter et monter ces énormes pierres. Selon l'une des théories, les pierres ont probablement été transportées sur des bateaux le long du Nil. Ensuite, il y avait une partie plus difficile. Il fallait les déplacer vers le site de construction. Pour cela, ils ont probablement utilisé des traîneaux en bois. Il n'était pas très difficile de les tirer car le sable, mélangé à la bonne quantité d'eau, était assez lisse. Et 10 personnes pouvaient déplacer un traîneau assez facilement, même avec une pierre qui pesait 1 tonne. Enfin, un dernier problème, les pierres devaient être soulevées et mises en place. Les archéologues ont découvert les restes d'un système de rampes qui remonte à l'époque de la construction des pyramides. Il est fort probable que les Égyptiens aient conçu un système unique pour déplacer et tirer d'énormes blocs de pierre. Mais personne ne sait à quoi il ressemblait exactement. La thèse la plus répandue est qu'il y avait plusieurs rampes autour de la pyramide pour aider à déplacer les blocs. La rampe grandissait au fur et à mesure que la pyramide devenait plus haute. On suppose que les gens montaient les escaliers en tirant la pierre sur un traîneau en bois situé au milieu d'une rampe en sable. Cela en fait n'est qu'une des options. Certains disent que les rampes faisaient le tour de la pyramide, d'autres affirment que les rampes étaient à l'intérieur. Mais nous ne serons jamais certains, et cela restera toujours un mystère. D'ailleurs, c'est ce que voulaient les Égyptiens de l'Antiquité. Étonnamment, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur des pyramides. La plupart d'entre elles ne sont que des pierres solides avec très peu d'espace ouvert. Mais jetons un rapide coup d'œil à l'intérieur de la plus grande des pyramides de Gizeh. Depuis l'entrée, il y a 2 escaliers, l'un qui descend et l'autre qui monte. Celui qui descend vous emmène à une chambre située sous terre. C'est là que se trouvent les pharaons, mais pas dans cette pyramide, car Khufu voulait rester plus haut. La chambre souterraine est en partie inachevée. La pièce avec le sarcophage de Khéops est nommée la chambre du roi. On y monte à l'étage, puis on traverse la grande et longue galerie. Sous la chambre du roi, il y a une pièce appelée la chambre de la reine. Cependant, il n'y a pas de reine, et personne ne sait pourquoi la pièce s'appelle ainsi. Malheureusement, aucune de ces pièces n'a de hiéroglyphes sur les murs. Elles sont tout simplement vierges. Si tu veux en voir, tu dois aller dans les autres salles qui sont décorées. Ces œuvres d'art sont des représentations de la culture et de la vie quotidienne de l'Égypte antique. Les textes permettent aux chercheurs d'étudier leur langue et leur grammaire. Malheureusement, les trésors qui se trouvaient autrefois ici dans la pyramide ont été volés depuis longtemps. De cette pièce, il y a de nombreux tunnels dont le but est inconnu. Il y a beaucoup de tunnels et de passages à l'intérieur des pyramides. Il y a beaucoup de chambres, de puits et de chemins secrets. Les scientifiques ont envoyé de petits robots équipés de caméras depuis quelques décennies. Et grâce à eux, ils ont découvert une autre chambre un peu plus haut avec des hiéroglyphes sur les murs. Mais aujourd'hui encore, une grande partie des pyramides demeure inconnue et il n'existe pas de plan de construction des pyramides.
Les Égyptiens ont créé un mystère que personne ne peut percer depuis 4500 ans. Les scientifiques ont récemment commencé à passer la pyramide au rayon X, afin d'apprendre ce qu'il y a à l'intérieur sans y pénétrer, ainsi que dans ces tunnels étroits et mystérieux. Les mystères sans réponse autour des civilisations anciennes ont été une source d'inspiration pour de nombreux théoriciens du complot. En fait, certains de ces mystères sont si intéressants que beaucoup d'entre nous y croient déjà, ou aimeraient y croire. Une chose est sûre cependant, aucune de ces milliers de théories du complot n'a jamais été... quel est le mot? Ah oui, classée, à moins qu'elle ne l'ait vraiment été. Nous savons tous que la CIA a fait des choses plus ou moins discutables au cours de son histoire, au nom de la sécurité nationale. Mais on ne s'attendrait pas à ce qu'un livre représente une menace à la fois nationale et internationale. La CIA a récemment déclassé certaines parties d'un livre qui parle de civilisations anciennes disparues et des événements catastrophiques qui les ont fait disparaître il y a des milliers d'années. Ce livre mystérieux a été écrit en 1963 par un certain Chan Thomas et il devait être publié par Emerson House en 1965 jusqu'à ce que la CIA s'en mêle. Pour une raison mystérieuse, ils ont classé le livre. Et il n'a jamais été rendu public jusqu'à récemment. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le livre a été déclassé en 2013 en raison de la loi sur la liberté d'information. Mais il n'a été rendu public qu'en 2016. Et ce qui a été rendu public soulève vraiment quelques questions. La version originale de ce document comptait 284 pages. Mais l'essai en PDF qui a été publié était fortement censuré et ne comportait que 57 pages, soit 1/5 de l'ensemble du document. Les pages ont été éditées, avant d'être rendues publiques, de telle sorte que l'on ne remarque même pas que les autres pages sont manquantes. Personne ne sait vraiment pourquoi ce livre a été classé secret en premier lieu. Mais d'après ce qu'on a laissé entendre, il a un contenu des plus intéressants. L'auteur du livre avait une imagination débordante et une grande passion pour les civilisations anciennes. Et même si ce qu'il a à dire fait réfléchir, certaines choses sont tout simplement bizarres. Il pense que notre planète est enfermée dans un cycle sans fin de déplacement des pôles et de la croûte terrestre, qui sont responsables de l'extinction massive de nombreuses civilisations qui existaient il y a plus de 6000 ans, avant même les Sumériens. Il pense que ces événements ont causé plus de dommages à la Terre que les météores, et il fonde cette théorie sur quelques artefacts qui existent dans le monde entier, mais qui n'ont pas vraiment été remarqués jusqu'à récemment. Mais j'y reviendrai dans un instant. Les extinctions massives dont parle le livre comprennent la fin de la période glaciaire, lorsque d'énormes couches de glace de 3,2 km d'épaisseur ont disparu d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Canada, entraînant l'extinction de centaines d'espèces. Et voici comment l'auteur illustre son hypothèse. Il pense qu'il y a eu un déplacement des pôles géomagnétiques qui a provoqué des changements catastrophiques dans l'atmosphère et la croûte terrestre, entraînant l'extinction de nombreuses civilisations au fil du temps. Bien que le déplacement des pôles géomagnétiques soit une réalité, il ne se produit pas du jour au lendemain. Il se produit très lentement, environ toutes les quelques centaines de milliers d'années, selon les scientifiques. Mais c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est un fait bien connu que le pôle Nord se trouve quelque part au-dessus de l'Alaska et que le pôle Sud est proche du milieu de l'Antarctique. Il s'agit là des pôles géographiques, et ils seront toujours le Nord et le Sud. Cependant, les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés il y a quelques centaines de milliers d'années. Ainsi, si tu avais une boussole il y a 700 000 ans, disons, elle pointerait plutôt vers le Sud et te montrerait l'Antarctique. Mais l'auteur du livre a une théorie différente. Il pense que le basculement des pôles magnétiques Nord et Sud ne se produit pas toutes les quelques centaines de milliers d'années, mais tous les 12 000 ans. Et que ce basculement se produit en quelques heures seulement, provoquant une catastrophe apocalyptique. Il pense que cela se produit à la suite d'une explosion dans le noyau de la Terre. Cette explosion provoque le basculement des pôles magnétiques, mais aussi le déplacement de la croûte terrestre. Selon ce livre, en raison de ces événements catastrophiques, un grand nombre des continents de la Terre qui étaient submergés sont remontés au-dessus du niveau de la mer en quelques heures seulement. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. L'auteur affirme également que les Andes péruviennes se trouvaient sous l'océan avant le dernier déplacement des pôles. Et même si cela semble tiré par les cheveux, puisque les Andes se trouvent à environ 6700 mètres au-dessus du niveau de la mer, des preuves ont été apportées à la fin des années 80 pour étayer cette affirmation.
Les scientifiques ont trouvé des os de baleines et des fossiles vieux de plusieurs millions d'années au sommet des Andes et des montagnes de l'Himalaya. Il est également suggéré dans le livre que le gel profond que la Terre a subi au cours du Trias récent a provoqué la perturbation du Gulf Stream. Des mammouths gelés ont été retrouvés piégés dans des blocs de glace, avec de la nourriture encore dans la bouche. Il s'agit là d'un véritable mystère, car ils étaient rompus au froid glacial. Et ils faisaient partie des rares animaux qui pouvaient vraiment survivre à l'ère glaciaire. Alors, qu'est-ce qui a pu les faire geler si rapidement ? Ouais, de quoi se gratter la tête, pas vrai ? Le document décrit également la grande pyramide de Gizeh comme une véritable énigme. La pyramide de Gizeh est composée de 2,5 millions de blocs de pierre, placés les uns sur les autres avec une grande précision. Elle mesure près de 230 mètres de large et plus de 137 mètres de haut. À ce jour, nous ne sommes toujours pas en mesure d'expliquer comment elle a été construite, et il est également difficile de comprendre sa conception interne. À l'intérieur, la pyramide ne présente aucune similitude avec les autres pyramides et, malgré la croyance populaire, aucune momie n'a été trouvée dans l'une d'entre elles. Si tu trouves ça un peu bizarre, attends le prochain scoop. On ne trouve absolument aucun hiéroglyphe dans aucune des pyramides. Et cela vaut dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'il n'y a pas non plus de pyramide, ni rien qui ressemble à une pyramide dans aucun des hiéroglyphes. Monsieur Thomas pense que les pyramides ont été créées des centaines de milliers d'années avant les Égyptiens, par une civilisation qui s'est éteinte. En parlant de civilisation, dans son livre, il mentionne même les Grecs. Il affirme qu'en Grèce, il existait une autre ancienne race d'humains qui s'est également éteinte. Il affirme qu'ils étaient extrêmement grands, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, et qu'ils avaient accès à des technologies avancées que les Grecs ne pouvaient même pas connaître à leur apogée. Avant de nous éloigner des blocs de pierre, parlons d'un autre mystère. Le temple de Bacchus, à Baalbek, au Liban, et ses gigantesques blocs de fondation. Ces pierres, qui constituaient Héliopolis, ont également été utilisées pour le temple de Rome. Les fondations des temples sont faites de pierres trilithes de 900 tonnes. Et, selon l'auteur, c'est la preuve qu'il devrait exister une ancienne civilisation perdue avec une technologie plus qu'avancée. La plupart des archéologues affirment que ces pierres ont été taillées par les Romains. Cependant, il n'y a aucune preuve pour étayer cela. Les Romains n'avaient pas l'équipement technologique pour fabriquer de telles pierres ou les soulever. Tu peux donc te demander, et s'ils les avaient simplement façonnées sur place ? Eh bien, ces pierres ont également été soulevées à 9 mètres de haut et ont été placées les unes à côté des autres avec une précision mathématique. Et n'oublions pas les blocs au sommet d'Héliopolis, qui pèsent environ 800 tonnes chacun. Mais attends d'entendre la meilleure. Les Romains ne revendiquent même pas le mérite de ces mégalithes. Ils prétendent avoir bien construit les côtés, mais ils ne s'attribuent aucun éloge pour ces pierres de fondation extraordinairement grandes et lourdes. L'auteur fait également une remarque intéressante sur la distance entre la capitale romaine et Baalbek au Liban. Pourquoi les Romains auraient-ils flanqué les plus grandes pierres monolithiques du monde dans une région aussi éloignée de leur capitale, sans jamais s'en attribuer le mérite ? Eh bien, les amis, c'est un grand mystère pour moi. Passons maintenant à l'énigme la plus intrigante. L'île de Pâques, qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique. L'auteur se demande comment les gens ont pu la trouver, ou même s'installer sur une île aussi éloignée il y a si longtemps. L'un des symboles de l'île de Pâques sont les statues Moai, et le mystère entourant qui elles pourraient bien représenter et pourquoi. Une question encore plus importante est de savoir comment elles ont été créées, puis déplacées et positionnées aux endroits où elles se trouvent. Selon ce document déclassé, l'île de Pâques faisait partie d'un continent aujourd'hui perdu, appelé Mu. Et elle a été engloutie dans l'océan Pacifique lors d'un cataclysme qui s'est produit pendant l'un de ses déplacements des pôles. Le continent de Mu, selon le livre, était aussi grand que l'Amérique du Sud, et ce que nous appelons maintenant l'île de Pâques est tout ce qu'il reste de ce continent. L'auteur pense également que c'est ce qui s'est passé avec la cité perdue de l'Atlantide. Platon est même cité à ce sujet, affirmant que toute la cité atlante a sombré plusieurs kilomètres sous les flots en un seul jour. Même si cette histoire semble tout à fait intrigante et présente des points fascinants, nous savons que, scientifiquement parlant, un déplacement cataclysmique des pôles, entraînant l'extinction de civilisations entières, n'est tout simplement pas possible.